J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de être un petit peu, je pense, et ça c'est quelque chose que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours être en avance de phase, en train de défricher, en train de penser à la suite. Les factures, c'est un bordel innommable. T'as pas un mec qui envoie les factures au même endroit. Donc même si t'en avais une seule en version papier ou une seule dans ta boîte mail, rien que le fait de les avoir à des endroits différents, déjà c'est un cauchemar. Tu reçois les factures partout, elles sont toutes faites différemment, les délais et les moyens de règlement sont toujours différents. En fait, je comprends pas aujourd'hui typiquement qu'on ait besoin de saisir des IBAN. Je trouve que c'est une hérésie que les IBAN existent. L'IBO, c'est le spécialiste du paiement entre entreprises en Europe. Donc on se concentre sur le paiement pour une entreprise. J'avais acquis une certitude, c'est que j'étais pas fait pour être assis sur une chaise à conseiller, que j'avais besoin d'être dans l'arène, que j'avais besoin d'être au contact du quotidien et besoin de me sentir non pas conseil mais acteur, de se dire on n'a qu'une vie et donc si on peut vivre dans une seule vie plein de choses très différentes, c'est exceptionnel en fait. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Pierre. Salut Frédéric. Alors, tu es le CEO et cofondateur de Libéo, une solution qui permet de simplifier le flux des factures fournisseurs. Il me semble bien, c'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Avant ça, tu as été banquier d'affaires et restaurateur. Un point commun sur restaurateur, parce que je n'ai pas été banquier. Tout au long de cet épisode, nous allons dérouler ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Mais avant tout, Pierre, je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi et te présenter. Donc, tu l'as dit, je suis l'un des 3 cofondateurs de Libéo avec Jérémy et Pierre-Antoine. Et avant ça, donc je suis né dans le sud-ouest, où j'ai grandi. Donc, j'ai eu la chance de vivre dans un petit village dans la campagne. Où ça ? Dans la Liberté. Donc, un village qui est situé dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un village qui s'appelle Nousty, qui comptait 600 habitants à l'époque. Voilà, tu sais tout. Il y avait plus d'animaux que d'habitants. Et à la télévision, on dit 600 âmes en général. Souvent, 600 je sais pas âmes. pourquoi on parle comme ça. On dirait pas 2 millions d'âmes à Paris, mais c'est très à propos, ouais. En effet. Et voilà. Et puis j'ai grandi dans le Sud-Ouest. Et puis j'avais arrivé à un certain âge envie un petit peu de voir autre chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des études en prépa et que je suis parti à l'EDEC pour découvrir de nouveaux horizons. Quel genre d'enfance ? Très dans la nature, tout le temps à gambader dans les forêts, dans les champs, à construire des cabanes, à faire du vélo, mais vraiment une enfance très libre. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient énormément confiance, même très petit, qui m'ont aussi beaucoup responsabilisé. Je faisais un peu tout seul. Typiquement, je prends un exemple bête, mais les autres enfants étaient emmenés en général au sport par leurs parents en voiture. Moi, je faisais tout seul en vélo. Et donc voilà, une enfance vraiment très libre et très dans la nature, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, t'as une chance, c'est que déjà t'es dans la verdure où que tu sois, et puis t'es à une demi-heure de la montagne, une demi-heure de la mer, puisque mes grands-parents habitaient juste à côté de Sgor, donc en fait, je passais mon temps dans ce tout petit périmètre du bout de la France. Et voilà. Tu surfais ? Je surfais pas, maintenant je surfe un peu, je surfe pas très bien, mais voilà, j'adore ça. C'est un spot, non, il me semble, Osgore, c'est ça. Ah, Osgore, c'est un magnifique spot de surf. Ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi ? Mon père était vétérinaire, et mes parents se sont rencontrés à Toulouse quand ma mère faisait des études d'infirmière. Enfin, pas exactement infirmière, mais voilà, éducatrice spécialisée. Et
Elle a travaillé avec lui quand on était grand au cabinet vétérinaire, mais voilà, elle s'est plutôt occupée de nous quand on était petits, puisque on est 3 frères. J'ai deux Ça t'a pas frères. branché de reprendre, d'être dans le médical ou dans le véto? Ça m'a branché parce que déjà toute ma famille est dans le médical, donc c'était quelque chose de qui semblait assez naturel. Et puis mon grand-père était également vétérinaire, donc il y avait un petit peu cette tradition. Mais mon père et mon grand-père ont fait leurs études véto à Toulouse, mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie on pourra en parler après, mais j'ai toujours aimé construire des choses et j'avais envie. Construire un cabinet vétérinaire, ça me faisait moins envie que d'autres projets que je caressais, que j'imaginais, qui n'étaient pas précis à l'époque parce que j'étais enfant, mais c'est pas, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Tu codes ou pas, non? Non, je code pas. D'accord. Plus jeune, au début d'Internet, je faisais mes sites web, je faisais ce genre de choses, mais je connaissais quelques langages, mais non, je code pas aujourd'hui du tout. Donc tu as fait l'EDEC. Ouais. C'est à Lille. Exactement. Tu as un bac scientifique ou bac S, ouais. Ouais, classique. Et tu voulais faire quoi donc à l'EDEC? Tu avais une spécialité J'avais pas d'éléments précis en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'en continu, j'ai toujours su que je voulais monter quelque chose depuis tout petit. C'est quelque chose d'assez fortement ancré en moi. Et j'ai toujours été passionné par les créateurs, la création. Et donc voilà. Et donc, je suis venu à la conclusion qu'il fallait s'orienter vers un chemin qui allait ouvrir des portes, qui allait pas enfermer. Et donc je pense que l'école de commerce, ça correspond clairement à ça. T'as pas vraiment de skills, mais t'es capable de faire à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer. Et donc c'était pour ça que j'ai fait l'EDEC. C'est une spécialité? J'ai fait spécialité finance, parce que je trouvais ça important de comprendre les chiffres d'une entreprise. Je pense que voir dans les chiffres, tu peux tout lire. Ouais. Les chiffres, ça ment pas. Les chiffres, c'est un outil pour développer, construire quelque chose. Voilà. Et puis j'aimais bien le côté rassurant de l'arithmétique. Donc voilà, mais c'est étude assez générale. Hein. Tu avais cette envie déjà de devenir entrepreneur ou pas? J'ai vraiment toujours eu cette envie, mais en sortant d'école, je me sentais pas entreprendre tout de suite. Et puis c'était pas trop la mode, quoi. C'est pas vraiment quelque chose vers lequel on t'orientait. Et j'avais envie de challenge déjà. C'était quoi, 2006 2008. 2008 Ouais. Début de la crise financière, le parfait moment pour se lancer. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu es diplômé? J'ai fait 2 stages en césure. Ouais. Et donc premier stage en audit et deuxième stage en M&A. Et j'ai trouvé un environnement. Alors M&A, fusion-acquisition. Exactement, fusion-acquisition. Donc banque d'affaires, conseil aux grandes entreprises. Chez qui? Et donc premier stage chez Price en audit et deuxième stage chez Merrill Lynch à Paris. Et donc j'ai découvert un univers qui me plaisait beaucoup parce que très stimulant, parce que t'apprenais énormément tous les jours et tu travaillais avec des gens qui étaient intelligents, structurés, et ça présentait un défi au quotidien. Donc j'aimais bien ce défi, ce dépassement. Et du coup j'ai eu envie de continuer dans cet environnement pendant quelques années, et c'est ce qui m'a amené à commencer à travailler à Londres chez BNP Paribas. Donc j'ai eu pas mal de chance parce qu'à l'époque ça recrutait pas vraiment, ça licenciait plutôt par gros wagons. Et j'ai eu la chance de trouver un job chez BNP un petit peu isolé. On faisait pas trop la publicité parce que BNP, comme toutes les autres banques, licenciaient ou à minima ne recrutait pas. Et donc j'ai eu la chance de trouver un job qui était un peu caché à Londres, en M&A. Tu restais combien de temps? J'ai fait ça pendant 5 ans. Ah oui. Donc j'ai travaillé à Londres, après j'ai travaillé à Madrid, et après j'ai travaillé à Paris, toujours pour ce besoin en fait. Il y avait un plan de départ à Paris, donc ils m'ont envoyé à Madrid, parce qu'ils n'avaient pas le droit de me donner un CDI à Paris. Et donc j'ai fait 1 an à Londres, 1 an à Madrid et 3 ans à Paris. Qu'est-ce que tu apprends dans ces grands groupes que tu peux appliquer? On va le voir tout à l'heure, tu as bossé dans la restauration et aujourd'hui évidemment chez Libéo. Est-ce que ce passage-là t'a laissé une empreinte sur ta façon de travailler, ta façon de réfléchir Ouais, je pense que t'acquiers des réflexes qui sont importants pour le business. T'acquiers une grande exigence, une capacité à travailler très vite, bien. T'apprends à avoir de l'impact, t'apprends à te responsabiliser, t'apprends un grand sens de la rigueur. Et au-delà de ça, je pense que moi, ce que j'ai particulièrement aimé en fait de cet environnement, c'est que tu construis un super réseau, quoi. Tu rencontres des gens géniaux, hyper sympas, hyper drivés. Et donc, pour moi, c'était l'objectif principal, c'était rencontrer des gens et travailler avec des gens super. C'est une discussion que j'ai eue avec
Ludovic Huro d'Attractive World, je sais pas si tu le connais, ou Roda Fardan de Spendesk, là tu dois connaître. Je le connais, ouais. C'était pas... pour eux, c'était un peu abstrait. Alors toi qui voulais construire, il y a des moments où c'est pas adaptable en fait. C'est des boîtes tellement grosses avec des... Enfin, quand on fait du M&A, donc la fusion-acquisition, c'est pas la fusion-acquisition du restaurant ou du commerce du coin. C'est souvent des très grosses boîtes. Est-ce que c'est adaptable à... Je trouve qu'il y a deux éléments qui sont très tangibles dans ce métier. Le premier élément, c'est que tu travailles sur une opération et cette opération, elle se retrouve dans les journaux. Donc il y a un côté réalisation hyper stimulant et tu travailles sur un sujet qui est très structurant, très impactant pour la société, puisque quand EDF rachète son concurrent en Angleterre, on parle de méga opération. Donc c'est vraiment super de pouvoir aussi jeune travailler avec une direction financière, voire directement avec le CFO et le CEO d'une boîte aussi grande. Donc ça c'est super intéressant. Et puis t'es tout de suite responsabilisé, donc que tu doives construire des présentations, ou que tu doives construire des modèles complexes. Il y a vraiment un côté construction. Et c'est comme un Lego, sauf que c'est avec des chiffres. Et donc, voilà, moi, je trouvais ça intéressant. Tu as racheté des boîtes à titre personnel? Quand tu étais dans la restauration, tu as racheté? Tu as eu ce sentiment de racheter une boîte? Oui et non. On a racheté pas mal de fonds de commerce, mais pour faire autre chose. Ouais. Je dirais pas que c'était des rachats de boîtes. Par contre, on est en train de faire ce genre d'opération avec l'IBO, donc je vois bien de quoi il s'agit. Là, en ce moment, on a par exemple... Depuis hier, il y a une annonce qui est faite, rapprochement M6 TF1, c'est des trucs énormes. Voilà. Ça discute entre directeurs financiers, entre avocats, ou à un moment tu peux avoir dans des discussions au milieu deux CIO qui discutent. Est-ce que les négociations sont les mêmes problèmes à des échelles bien plus petites quand tu achètes une boîte qui est à taille humaine, quoi? Tu comprends la question? Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que les process se ressemblent pas, mais en général, sur ce type d'opération relativement importante, il y a une tactique qui est préparée pendant des années, et à un moment se présente l'opportunité d'accélérer sur un projet, et donc l'entreprise qui va être à l'initiative du projet va bien préparer avec ses banques conseils, avec ses avocats, et puis elle va initier des discussions. À partir du moment où ces discussions sont initiées, les équipes qui conseillent vont commencer à échanger, essayer de trouver un terrain d'entente, en fait. Et en général, en parallèle de ça, il y a des discussions entre les opérationnels, donc entre les directions des entreprises qui discutent ensemble. Et puis, bien sûr, il y a toujours ces moments où, dirigeant à dirigeant, ou DAF à DAF, tu vas te retrouver dans un café, dans un lieu souvent neutre, parce que, voilà, c'est... Mais tu peux discuter de la virgule, de tout, quoi. Alors, je pense pas dans ce genre de moment, tu discutes pas vraiment de la virgule. Ouais. Tu discutes de sujets vraiment ultra high level, majeurs, des sujets de gouvernance, des sujets d'orientation stratégique, des sujets de direction, qui va prendre la direction, voilà. Et effectivement, s'il y a des détails qui bloquent, ça veut dire que le mariage a peu de chances d'aboutir. Ça t'aurait branché enfin, manifestement non, puisque tu l'as pas fait, mais ça t'aurait branché de bosser plus que ça, ou tu as fait le tour au bout de 4 ans et demi? Au bout de 2 ans et demi, je pense que j'avais déjà fait le tour de ce que ce type de métier t'apporte. À savoir, comme je disais, ça structure beaucoup, ça donne une super connaissance des outils, une palette de compétences assez variées. Mais j'avais acquis une certitude, c'est que j'étais pas fait pour être assis sur une chaise à conseiller, que j'avais besoin d'être dans l'arène, que j'avais besoin d'être au contact du quotidien, et besoin de me sentir non pas conseil mais acteur. Et donc ça, c'était très prégnant, c'était vraiment un besoin. Et donc voilà, donc je tenais pas en place. Tu vois, ça peut sembler bête, mais c'est ce que tu disais dans ton enfance, en fait. C'est voilà, construire, gambader. Ouais, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de pouvoir être un petit peu. Je pense que ça c'est quelque chose que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours être en avance de phase, en train de défricher, en train de penser à la suite, sans être trop éloigné, parce que si tu tires trop le filet qui casse, tu casses tout, tu fais péter la boîte. Mais donc voilà, j'avais un vrai besoin d'être acteur, de prendre des décisions, et donc après quelques années, c'était le moment de partir. Alors, en janvier 2014, tu lances Farago, aujourd'hui Panorama Group, qui détient plusieurs restaurants, c'est ça? Et dans ton profil LinkedIn, tu as quitté BNP en novembre 2012 et tu as monté Farago en 2014. Qu'est-ce que tu as fait entre deux?
Entre deux, j'ai fait déjà, je me suis laissé un peu de temps pour réfléchir Ouais. à ce que je voulais faire. Donc tu n'as pas quitté avec un projet particulier, quoi. Si, j'avais des projets en tête. Je suis parti en ayant 2-3 idées en tête qui avaient du sens et sur lesquelles je pouvais avancer. Mais je me suis laissé du temps pendant quelques mois. J'ai pris du temps pour voyager, pour passer du temps avec des copains, rencontrer du monde dans différents secteurs. Et j'ai aidé des copains à lancer des projets. Et puis cette idée de restaurant que j'avais déjà en tête a commencé à prendre de l'épaisseur. Et entre le jour où tu te dis je me lance et le jour où tu ouvres, comme tu sais, il peut se passer quelques temps puisqu'il faut trouver un concept, faut trouver un lieu, faut le financer, faut faire les travaux, donc ça peut facilement prendre 6 mois, 1 an. Et donc en fait, je me suis assez vite lancé dans le truc. Tu quittes, tu démissionnes ou tu fais un protocole de... Alors il s'est passé un truc assez cool, c'est que j'avais prévu de démissionner et BNP avait besoin de dégraisser parce qu'il y avait beaucoup de seniors et pas assez de juniors. Et donc ils ont lancé un plan de départ volontaire, plutôt destiné à des seniors, avec très peu de place pour les juniors, avec des super conditions pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et avec très peu de place pour un énorme pool d'analystes à VP. Et donc j'ai tout fait pour me retrouver dans ce pool de gens qui avaient des bonnes conditions pour partir. Et donc en fait j'ai pu bénéficier de super conditions. On le verra peut-être dans les questions personnelles. T'es quelqu'un d'inquiet à la base ou pas? C'est une bonne question parce que je pense que j'ai une forme de stress et d'inquiétude. Ouais. Je pense qu'un réflexe typiquement que tu acquiers en M&A, c'est cette préoccupation du détail et une sorte de je sais pas comment dire ça, mais être un tout petit peu parano sans trop tomber, voilà. Mais à côté de ça, je suis très aventurier. Je peux me lancer dans un truc complètement à poil, voilà. Mais j'ai besoin assez vite de rationaliser, de sentir que c'est pas fou, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que le M&A pour moi, je pense qu'il faut déjà pas être capricieux, il faut être patient et justement, tu peux arriver à un moment à un jeu de poker. Au jeu de poker, tu peux pas dire c'est pas parce que tu es le carré d'as que tu vas avoir le grand sourire, etc. Il faut être un peu malin. Quand tu vas négocier ton départ volontaire, que tu vas prendre donc un chèque, tu sais que ce chèque, il va pas te faire vivre toute ta vie. À mon avis, il y a un moment, quand tu vas commencer à passer la barre des 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu te dis, à un moment, il faut que je mange. Comment le stress arrive pas en te disant, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais quand même une place. Je réagis comme moi, j'aurais réagi à l'époque. Hein. Tu vas m'expliquer pourquoi. J'avais quand même une place où j'étais quand même bien payé. Bon, là, je prends un chèque, je prends le truc. Ça va me permettre de durer quelques mois. Mais aventurier, 2012, donc tu avais quoi, 28 ans? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as été inquiet? Est-ce que tu as été... quel état d'esprit tu avais? Il y a plusieurs réponses à ça. Je pense que dans ma personnalité, je me suis construit un peu seul. J'ai construit beaucoup de confiance enfant. Et quelque part, cette idée que tout est possible. Qui vient avec de la liberté, de la confiance en soi infusée par les parents, grands-parents. Et donc, ce qui me stresse davantage, c'est plus est-ce que je vais pas m'emmerder, quoi. En fait, je commence à me faire chier dans mon job. Et en fait, il y a eu plusieurs déclics qui ont fait que je suis parti. Je commençais à bosser pour des gens avec qui j'avais pas envie de bosser. Des gens qui m'inspiraient pas. Je commençais à faire des choses qui me donnaient pas envie. Ouais. Et je commençais à m'emmerder. Et de temps en temps, on se retrouvait dans le bureau du big boss qui disait voilà les gars, faut faire ci, faut faire ça, nanana. J'ai ça y est, on est passé dans un mode de process. Il y a plus rien à apprendre. Voilà, vraiment, ça me faisait pas du tout kiffer. Et comme je disais, j'ai toujours été passionné par les aventuriers, les explorateurs, la création. Quand j'étais petit, j'étais passionné par les histoires d'Indiana Jones, les pyramides d'Égypte, les pyramides des Mayas, des Incas, les histoires des explorateurs, les histoires des conquistadors. Et donc, voilà, on est dans les années 2000. Oui, il y a plus grand chose à explorer, si ce n'est l'espace, même si ça me ferait rêver. Et donc, mais il y a plein d'autres choses à découvrir, à construire. Et je pense que Internet, la technologie, typiquement, c'est un monde exceptionnel. Quand tu plonges dedans, j'avais plongé dedans un petit peu avant mes études. Je passais des heures seul devant l'ordi à faire des trucs. Et donc, voilà, l'envie de découvrir de nouvelles choses,
de construire. Et donc pour moi, le stress serait plus venu du manque d'intérêt, du manque d'envie. Et j'avais mis de côté. Et ça me dérange pas de me serrer la ceinture et de bouffer des pâtes pendant 3 mois. En fait, je trouve que ça fait même partie de l'aventure. En fait, je trouve ça rigolo de se dire on n'a qu'une vie. Et donc si on peut vivre dans une seule vie plein de choses très différentes, c'est exceptionnel. En fait, je pense que si je devais définir un but dans ma vie, c'est ça, c'est de pouvoir vivre. De toute façon, tout ce que la vie a donné, en fait, tout en termes de voyage, en termes de choses à découvrir, en termes de situations à vivre, en termes de être papa. Je pense que c'est être mari, être papa. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que la vie puisse donner. Et voilà, c'est fantastique. Mais c'est une force de pouvoir faire ce saut plutôt que la faiblesse, c'est de rester. En fait, c'est de se dire bon, j'ai pas le choix, je reste. Et tu te résignes à voir ta vie passer, et à un moment tu vas te dire si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et puis à un moment tu as 40 ans, 50 ans et tu regardes derrière, tu te dis mais finalement qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû. Et je pense qu'il vaut mieux effectivement prendre des risques que d'avoir des regrets. Juste un point, après on va parler de la restauration. En termes de management dans ces grosses boîtes, je voudrais juste comprendre quelque chose. Aujourd'hui tu diriges une start-up où le management est omniprésent. On bosse un peu comme on veut, on bosse de la maison, il y a des horaires qui sont plus ou moins encadrés, mais etc. Enfin, c'est cool. Est-ce que dans ce genre de grosse boîte, où tu as vraiment le management à l'ancienne, c'est-à-dire vous voulez bosser chez Merrill Lynch, vous voulez bosser chez BNP Paribas, il n'y a plus de gants de velours, c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que c'est comme ça dans ce genre de... Alors, j'ai connu 3 endroits différents en banque. Ouais. J'ai travaillé chez Merrill à Paris, donc c'était une succursale parisienne qui cartonnait, parce qu'il était très très bien placé. Mais il y avait plus de liberté, je pense, qu'à Londres. Et il faisait beaucoup de deals, donc ça tournait très bien. Et donc s'il fallait rester jusqu'à 5h du matin, tu restais jusqu'à 5h du mat. Et si t'avais fini à 18h, tu partais à 18h. Ça arrive moins quand t'es au centre. Et donc quand j'étais chez BNP à Paris, c'était le centre du M&A monde. Donc tout le monde faisait des gros horaires. Mais quand j'ai bossé à Madrid, c'était génial. Pour le coup, alors on bossait beaucoup aussi, bien sûr, c'est le métier où tu bosses, mais c'était sympa. Il y avait une salle où t'avais un restaurant, t'avais un chef qui venait préparer les repas, t'avais un petit jardin incroyable, voilà. Donc, t'as des univers différents. Chez BNP à Paris, c'était la grosse machine M&A, quoi. Donc, tu pouvais commencer tôt. Si t'avais un avion, tu continuais à bosser dans l'avion. Il fallait bosser le soir, parfois le week-end. Donc déjà ce cadre de travail qui s'arrête jamais, il pose les bases, quoi. Tu t'arrêtes jamais. Et après le management à proprement parler, je dirais que il tient parce que t'as des gros bonus. Donc en fait tout le monde a un peu son solo entrepreneur. Si tu bosses bien, t'as un gros bonus à la fin de l'année. Donc le jeu c'est d'avoir le plus gros bonus, bien sûr. Et donc c'était un peu en mode fouet, quoi. Ouais. Tu t'avances au fouet, t'avances au bonus. Je pense que les meilleurs coachs, parrains que j'ai pu avoir dans cet environnement, c'est des gens qui t'apprennent beaucoup. Donc des gens qui prenaient 1 heure de leur temps dans leur journée pour t'apprendre des trucs. Et ça a été exceptionnel. Franchement, j'ai pu travailler avec des super associates, VP, directeurs quand je suis monté, MD. Et j'ai beaucoup aimé bosser avec certaines personnes avec qui je suis toujours en très bon terme. Et donc ça c'était sympa. Mais il y avait pas de management, je trouve, dans une boîte comme ça. On tient par le salaire, en fait. Tu tiens par le salaire et par l'envie d'apprendre. Il y a un petit côté égoïste. Tout le monde veut construire son parcours. Mais il y a quelque chose de sain à ça. C'est que tout le monde se dépasse et que la performance de l'équipe aussi, bien sûr, importe. C'était une super ambiance avec des gens géniaux, quoi. Allez, on va parler de la restauration. Comment le cheminement arrive ? Pourquoi la restauration ? Et comment t'as eu cette idée Je dirais il y a 2 choses. La première, c'est que je suis un grand gourmand et j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des gens qui aimaient les bonnes choses et nous ont toujours fait goûter des choses depuis tout petit. Et puis dans le sud-ouest, il y a qu'à se baisser pour ramasser, quoi. Que ça soit un grand vin, une belle truffe, un homard, ce que tu veux, un bon fromage. Bon, globalement, c'est un terroir, terroir exceptionnel. Tu cuisines ? Ouais, j'adore la cuisine. Typiquement, j'adore cette construction cuisine. Et j'étais attiré par des concepts que j'avais vus à Londres et Madrid quand j'étais en banque. J'avais eu la chance de travailler sur des projets de groupes de restaurants et je trouvais que ça manquait. En tout cas, qu'il y avait une nouvelle vague de la restauration qui n'était pas encore arrivée en France. Et puis, quand j'ai démissionné de BNP, j'ai commencé à travailler avec des copains, des grands chefs. Par exemple, j'ai travaillé pendant quelques mois avec Mathieu Paco, qui est le fils de Bernard Paco, qui a ouvert pas mal de restaurants.
Et leurs chiffres étaient plutôt bons, et donc je trouvais ça intéressant comme domaine dans lequel se lancer. Et ce que je trouvais top, c'est que je pouvais démarrer sans rendre de compte à personne. Je pouvais démarrer avec ce que j'avais économisé comme pécule pour investir. Je pouvais demander de l'argent à la banque pour me lancer. Et donc j'avais pas besoin d'attendre un an, d'avoir convaincu des investisseurs, on pouvait se lancer rapidement. Et donc ça me plaisait bien, et donc c'est un peu comme ça que le projet est né. Puis en sortant de BNP, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps à apprendre des choses qui me plaisaient. Et donc j'ai pris des cours des cours de cuisine, j'ai pris des cours, tu vois, effectivement c'est un truc qui m'a fait kiffer, c'est que pendant 3 mois, je me suis mis en immersion comme si je devenais chef chez Cordon Bleu. Donc j'ai pris des cours de cuisine avec des chefs fantastiques. Et donc pendant 3 mois, je me suis dit je deviens chef et je ouvre un restaurant. Et donc voilà, c'est des petits moments de vie où tu bascules complètement de banquier à chef. Et donc j'ai fait ça, j'ai appris aussi mieux le vin. J'ai pris beaucoup de cours de vin. J'ai passé le WSET niveau 3, donc qui te donne le niveau de sommelier. Et donc je me sentais armé en fait pour me lancer là-dedans. Et donc je sais pas, c'est venu assez naturellement. Puis j'ai pas mal de copains qui m'ont dit surtout fais jamais ça. Donc voilà, il y avait rien de plus fort pour me motiver. Ouais, quand je regarde ton parcours, tu as fait Ferrandi aussi, une école de management hôtelier. Exactement, j'ai fait un c'était un cycle très court, ça a duré 2 semaines. Ouais, mais alors quand tu regardes ça et avant que je te rencontre, je me suis dit qu'il a fait un bac scientifique, il a fait les DEC, il a pas envie de se lancer n'importe comment, de faire n'importe quoi. Il va créer un peu du bagage, connaître le métier et ensuite te lancer, parce que c'est vrai que c'est un métier, on le dit, moi je l'ai fait, j'ai eu un resto pendant 8 ans. J'avais la chance d'avoir un chef qui a quasiment fait toute la période de mon resto, mais sinon le chef c'est quand même la personne qui te tient le resto. S'il s'en va, il faut pouvoir le remplacer. C'est pas parce que tu as fait la théorie que tu vas pouvoir le remplacer, mais au moins tu vas savoir de quoi tu parles. C'était cet esprit-là, tu voulais maîtriser avant de lancer? Ouais, je pense déjà le fun de se dire je vais apprendre les 20 types de couteaux que tu dois et les types de coupes. Donc apprendre les bases, je trouve ça génial en fait, de se dire Escoffier qui a inventé la cuisine moderne, comment il pensait l'organisation d'une brigade, comment la restauration telle qu'on connaît aujourd'hui a été construite, développée par Vatel et la cuisine bourgeoise. Donc déjà, moi, je trouvais ça fantastique de plonger dans cet univers que je trouvais passionnant. La grande cuisine, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et donc, il y a un côté fun et il y a en même temps un côté de se dire, si je me lance là-dedans, je dois maîtriser. Je veux pas me faire balader par un chef qui va me raconter n'importe quoi. Je veux maîtriser. Je veux qu'il comprenne qu'on parle d'égal à égal et que j'ai le même niveau de connaissance que lui. Et je veux qu'on ait une vraie connivence en-delà de ça. Je veux que si on travaille ensemble, il y ait une alchimie. Et donc c'est cet ensemble de choses. Ouais. Si tu fais 150 couverts, est-ce que tu aurais été capable d'envoyer 150 couverts? C'est ça qui est... parce que le chef, après, à un moment, il a la pratique. C'est ça qui est... T'es rentré, tu étais à l'opérationnel à un moment? Ouais, j'ai fait pas mal de services. On s'envoie souvent des messages avec mes ex-associés Jean-Charles et Jean-François que je salue. Et on se remémore des moments qui ont été des moments critiques, qui ont été des moments durs, mais qui, a posteriori, sont des souvenirs tellement incroyables. C'est des moments de fun tellement incroyables. Et donc ça m'est arrivé pendant 2 semaines de faire l'envoi au restaurant. En cuisine? Ouais, en cuisine. Et en fait, ça me fait pas peur. Je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et d'assez aventurier, tu l'as compris. Et j'aime le défi. J'aime pas me dire que je peux pas faire quelque chose. Et donc, ça me faisait pas peur de me dire je vais faire ça pendant 2 semaines. Et donc, c'est clair que tenir une brigade de 3 étoiles, tu l'apprends pas du jour au lendemain. Il faut faire 5 à 10 ans dans de belles cuisines. Mais c'était quoi, des brasseries que vous aviez? Ouais, Farago, c'était un restaurant fast good, fast casual. Donc plutôt bistronomie, spécialisé sur le tapas. Ah, parce que c'est vrai que l'étoilé, c'est encore une autre dimension. C'est une autre dimension. Ouais, c'est autre chose. C'est encore une autre dimension. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de mon expérience où ça a été... nous, c'était un restaurant ambiance musicale, donc j'ai été très, très, très souvent DJ, mais sinon... c'est le métier qui veut ça. Hein. J'ai fait du service, je remplaçais à la plonge quand on était à la bourre ou que le plongeur était pas là. Tout le temps au service, aux encaissements, la gestion. Enfin, c'est le métier qui veut ça en fait. On peut pas. C'est difficile de rester derrière sa caisse et de dire je fais rien d'autre quoi. Ouais, et puis c'est pas intéressant. Objectivement, en fait, en vrai, je pense que quand un chef te dit, écoute, ça c'est mon terrain, et ça c'est ton terrain, il y a un côté sain à ça. Il y a un côté sain à se répartir les tâches. Toi, tu t'occupes de la gestion, moi, je m'occupe de la carte. Mais quand t'as des chefs qui commencent à te dire
Écoute, toi tu sais pas faire, moi je sais. Je dis méfiance parce que en fait, la cuisine, c'est des produits que tu sélectionnes, que tu coupes, que tu cuis, que tu assembles et que tu envoies. C'est quand même assez simple. Et on sait que les bonnes choses, bien construites, sont les meilleures. Et donc un chef qui veut t'enfumer, qui veut te garder un petit peu loin de la cuisine, c'est probablement qu'il faut aller fourrer son nez dans les frigos et comprendre ce qui se passe. Et donc moi j'aime bien ça, j'aime bien comprendre ce qui se passe, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Et d'ailleurs les chefs avec lesquels j'ai le mieux travaillé, c'est des chefs avec qui il y avait une très forte connivence. Je salue par exemple Jason qui est péruvien et qui est rentré au Pérou et qui construit de super restos au Pérou. Voilà, en tout cas c'est moi je garde un souvenir très fort, hyper ému de cette période et j'y reviendrai avec plaisir plus tard. Aujourd'hui j'ai investi dans quelques restos. Tu as investi ou tu vas? Moi, j'investis toujours dans des restos. Voilà, donc je suis investisseur dans. Donc je vais normalement participer à un tour de l'équipe Farago donc Panorama qui a des dark kitchen, qui est un groupe de dark kitchen qui s'appelle Devor. Je suis aussi côté de Liberties, qui est un groupe de restos qu'on avait monté avec les associés à l'époque et qui a été un petit peu spin-offé quand j'ai vendu mes parts dans. Voilà, on a d'autres restaurants, un restaurant qui s'appelle Dahlia par exemple, qui a un restaurant de cuisine méditerranéenne qui va bientôt ouvrir, donc je leur souhaite bonne chance, big up à toute l'équipe. Et donc voilà, moi c'est un univers que je trouve fantastique, qui nécessite du courage. C'est un univers d'entrepreneurs incroyable et voilà, moi je suis passionné par ça et je suis admiratif de ce vivier qu'on a en France et globalement en Europe ou dans le monde même de créateurs. Voilà, donc c'est super comme environnement. Et qu'est-ce qui t'a pas plu? Ce qui m'a pas plu, c'est que quand on s'est lancé, c'était extrêmement archaïque, quoi. C'était le début des logiciels SaaS, donc pendant la première année, typiquement, à chaque fois qu'il y avait un mec qui se pointait pas au service, on était obligé de passer des coups de fil à tous les restaurateurs du quartier pour trouver une solution. Alors c'est super, ça crée un réseau d'entraide, de solidarité hyper fort et du coup des contacts des amitiés qui perdurent. Mais c'est beaucoup d'emmerdes. Et t'es souvent la cible facile d'emmerdeurs. Un voisin qui se fait chier, qui a rien d'autre à faire que venir casser les pieds du commerce en bas, alors que en vrai, on l'embête pas du tout. Voilà, les contrôles de police attirent l'arigot alors que tu fais ton métier et que voilà, je trouve que l'entrepreneur et le commerçant globalement sont un peu la cible sur laquelle on tire à boulet rouge, alors que les entrepreneurs, c'est eux qui tiennent le pays, hein, c'est eux qui créent les emplois, c'est eux qui payent des salaires, c'est eux qui permettent aux fonctionnaires de tirer des impôts et de faire fonctionner le pays. C'est eux qui tiennent tout le monde. Et donc, je trouve que parfois, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est un sentiment qui est particulièrement exacerbé dans la restauration parce que tu tapes beaucoup d'emmerdes. Ouais, moi après coup, après 8 ans, c'est vrai que ce qui m'a, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui m'avait emmerdé quand même, c'est ce turnover, ou alors le serveur qui vient pas au dernier moment. Et effectivement, il faut avoir son réseau, et puis des fois tu l'as pas, et puis des fois tu fais ton service avec 3 pattes. Et puis ce qui m'avait aussi plus récemment, et je l'ai pas connu au début parce que c'était quand même il y a longtemps, ce qui m'a gêné aussi depuis quelque temps, c'est les avis. Moi, je faisais par exemple que du frais. Et qu'il y en a qui te disent gratuitement le saumon qu'il a, c'est du surgelé. Mais non, c'est pas du surgelé, tu vois. Et t'as pas ce droit de retour, et tu peux mettre la meilleure volonté du monde. Tu as des gens qui sont des collectionneurs d'avis, et c'est se dire à un moment, tu essaies de faire le mieux du monde, et puis il y a un gars qui va te bousiller le truc. C'est bizarre. C'était vraiment quelque chose qui m'avait gêné. Et puis dernier point, je vais te poser la question sur ça aussi, c'est qu'on n'a pas de vie en fait. Hein. C'est un peu compliqué là aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits soucis du quotidien. Tu fais beaucoup de logistique, tu fais beaucoup de manutention. Ça, c'est un truc, ça te casse le dos. Et ouais, je trouve que les 2 trucs les plus difficiles, c'est que les horaires sont compliqués. Et comme tu dis, effectivement, ce diktat de la vie facile, instantanée, est basé sur rien. Et un peu infernal. Après, je trouve que passer à un certain stade, t'apprends à composer avec. Ouais. Ça va renforcer aussi l'équipe. Et parfois, il y a des choses intéressantes. Donc, faut savoir écouter. Ah, bien sûr. Mais puis des fois, t'as tort, surtout. Et globalement, si tu regardes les notes, tu vois, typiquement, je prends un exemple.
avec notre deuxième restaurant Canard et Champagne, on a été dans le top 3 de TripAdvisor pendant assez longtemps. Sur 15 000 restaurants à Paris, c'est pas rien. Donc, mine de rien, ça cristallise aussi certaines forces, certaines faiblesses. Je pense que globalement, tu peux te taper un étoile, 2 étoiles, ça veut rien dire. Bon. Mais voilà, dans la masse, c'est quand même intéressant. Et donc, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui savoir se protéger parfois de ces critiques. Et c'est vrai que t'as des mecs qui commentent alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Je me rappelle sur les frites, Canard et Champagne, on faisait des frites magnifiques, 3 cuissons, faites fraîches tous les matins, enfin voilà, avec des friteuses, on achetait des friteuses suisses, donc top du top, ça c'est une marque qui s'appelle Valentine, des friteuses qui coûtent ultra cher. Et t'as qu'un mec tous les jours qui te disait vos frites c'est du surgelé. Pardon, c'est pas du surgelé. Je peux dire que il y a 2 mecs qui travaillent dessus depuis ce matin très tôt, alors que toi t'étais en train de te réveiller tranquillement, ils étaient déjà au turbin depuis 2 heures. Donc non, c'est pas du voilà. Bon, ça c'est ouais, je pense qu'avec Top Chef, tout le monde se sent un peu poussé des ailes. C'est vrai. Bref, mais c'est rigolo, c'est-à-dire que la bouffe, surtout en France, ça passionne tout le monde. Quoi. Tout le monde a un avis, tout le monde. C'est assez marrant. Comment vous financez les restos ? Donc tu as 2 associés avec toi ? Alors au début j'étais avec un associé qui s'appelle Jean, et puis après Charles et Jean-François nous ont rejoints. Donc nous on mettait des parts, on avait aussi un copain qui avait mis un peu d'argent en complément, et après c'était principalement avec la banque. Donc, Et vous arrivez à suivre, la banque suivait, parce que les restos c'est rouge vif souvent. En fait on a pour le tout premier resto, alors là on laisse tomber, j'ai fait 10 banques différentes, c'était vraiment comme le sketch des inconnus là sur le Crédit Lyonnais où t'as tous les banquiers qui disent non. Enfin, Black Swan. Voilà, exactement. Et puis on a rencontré un super banquier, Marc, avec qui je dis bonjour parce qu'il nous a financé pas mal de business et puis il a financé aussi beaucoup de business de copains. Salut Marc. Marc qui a cru en nous, qui était chez BNP Paribas, il était à la bourse mais maintenant il est indépendant, il a lui-même des business. Il a ouvert un truc qui s'appelle Brussels Beer Project. Il a ouvert des magnifiques bières belges. Il a 2 bars qui ne vendent que cette bière avec magnifique taproom à Paris. Donc si tu veux tester des super bières artisanales, elles sont incroyables. Je suis un fou de bière, moi en plus. Ouais. Voilà. Et l'équipe de Brussels Beer Project qui est basée à Bruxelles aussi, qui est fantastique. Et donc Marc il dit ok, j'y crois, on finance. Donc, c'était quoi le principe à la base quand tu voulais le voir tu leur dis c'est quoi le principe, le concept? J'arrive avec un deck, 40 slides, j'avais avec un business plan hyper simple mais hyper carré, donc je pense qu'ils voyaient quand même pas ça souvent. Donc merci Marilyn chez BNP. Voilà. Ouais. Et c'est le premier qui m'a pas dit un truc du style oui mais vous pouvez pas parce que vous êtes pas chef. Alors, déjà je leur disais tous moi j'ai un diplôme de chef, alors que la plupart des chefs que vous voyez ils ont pas de diplôme de chef, donc voilà déjà. Et certes j'ai pas 15 ans dans les pattes, mais moi je veux pas m'associer avec mon chef parce que s'il part, j'aurais cédé mes parts pour rien. Donc je veux pas faire cette erreur. Je pense que c'est une erreur d'associer son chef dans des proportions importantes si tu le connais pas et que t'as pas bossé avec lui pendant 5 ans. Et donc c'est le premier à être d'accord avec ce constat et à dire on y va, on met une ligne de dette, c'est parti, on finance. Et puis je suis reparti le voir 3 mois après pour lui dire le restaurant à côté en liquidation, on aimerait bien l'acheter mais on n'a pas d'argent, est-ce que t'es ok pour financer? Il a dit ok. Bon, et puis 3 mois après l'ouverture ou 3 mois après l'achat du premier? 3 mois après l'ouverture. Donc vous avez déjà montré quelque chose, quoi. Voilà, et donc là on n'avait pas de situation comptable, donc en fait un bilan intermédiaire, mais on avait une certification du chiffre d'affaires par l'expert comptable. Et donc on a montré nos chiffres, on a montré nos ratios de marge, il a dit ok, on finance. C'était pas huge, quoi, c'était 200 000 euros, mais bon, quand tu viens de te lancer, t'as quasiment, t'es pas loin d'1 million de dettes, assez vite, donc c'est pas rien. Et puis deuxième restaurant, Canard et Champagne, donc 3e fonds de commerce. Là on a financé avec BNP et HSBC. Et puis la BPI venait de lancer un nouveau système de prêt pour aider justement le renouveau de la restauration et le renouveau du monde du commerce. Et donc ça a aidé à financer. Mais caution personnelle et tout dans ce cas-là? Tout premier resto caution personnelle. Ouais. Après on n'a plus jamais eu de caution personnelle. Ouais. Faut que ça fonctionne quand même. Faut que ça fonctionne. Et ça, c'est un truc que j'ai pu apporter à d'autres associés après par la suite, c'est que j'ai permis à certains de mes associés après de se lancer alors qu'ils avaient jamais eu de restaurant sans caution personnelle. Et ça, c'est super parce que je trouve que c'est horrible de commencer avec cette épée de Damoclès. Voilà, c'est non seulement tu mets tout ton argent, mais en plus si tu te plantes, on va venir piocher dans tes économies, dans tes sources futures, quoi. Et puis moi j'ai toujours refusé les cautions personnelles.
Le banquier te dit la phrase consacrée, hein, si vous ne croyez pas au projet, pourquoi moi je vais y croire? Donc si vous y croyez, vous pouvez mettre votre caution. Effectivement, quand tu te plantes bien, quoi. Ouais. C'est pas fini, hein, tu peux en prendre pour 10 ans. Ouais. Et donc on a financé principalement avec l'aide de la banque. Après, a posteriori, ici avec des systèmes de dette un peu junior, des obligations. Voilà, sur la fin, on a fait rentrer des investisseurs et donc c'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs vendu mes parts à un investisseur qui aimait bien ce qu'on construisait et qui trouvait ça intéressant. Et donc, ce qui a fait que on a séparé nos chemins, c'est un ensemble de choses. Ça faisait 5 ans qu'on travaillait ensemble, donc c'était déjà la fin d'un cycle. On avait des visions assez différentes avec mes associés sur ce qu'on voulait construire d'un point de vue stratégique. Et moi, j'avais cette idée d'IBO qui avait mûri pendant 5 ans, ce projet, ces features qui passaient devant mes yeux, ce produit que j'avais imaginé dans ma tête. Et donc, c'était le moment, fin d'un cycle, nouvelle vie. Envie de faire autre chose, et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. On va parler de l'IBO dans 2 minutes. Juste, vous montez à combien de restos? 6, c'est ça? Quand je suis parti, on avait 6 restaurants ouverts ou en ouverture. Ouais, quel genre de cuisine? Donc on avait Farago Tapas, Canard et Champagne, spécialité de canard et de champagne. On avait une crêperie qui s'appelait Candelma, qui a été vendue depuis dans le 6e. Un restaurant qui était en cours d'ouverture, qui allait être une brasserie française qui s'appelle Aster, qui est situé passage des Panoramas. Un restaurant qui s'appelle Liberties, qui était spécialisé dans le burger. Et un restaurant qui s'appelle Bricktop, qui est spécialisé dans la pizza napolitaine. Mais là, quand tu fais tout ce genre de cuisine, là, vous avez des équipes partout, des directeurs. Donc là, tu as quitté l'opérationnel et tu fais quoi? Tes journées, t'es un bureau, tu fais quoi? Tu fais quoi après Ouais, au 3e restaurant, on a eu un bureau pour la première fois. Dans le 4e restaurant. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, du coup, on continue de bosser dans les restos toute la journée. J'étais encore quand même beaucoup sur le terrain, à aller inspecter que tout se passe bien en cuisine, inspecter que tout est nickel, voilà. Même si je travaillais effectivement avec Jean-François et Charles qui étaient tauliers des business et qui eux-mêmes avaient entre guillemets leur lieutenant sur le terrain. Et après, en permanence, en train de visiter des fonds de commerce, en train de réfléchir à des concepts, rencontrer des chefs, rencontrer des... Mais là c'est quand même un peu plus facile parce que tu peux un peu mutualiser le personnel s'il y a un problème. Tu peux le déplacer. C'est clair que la restauration, c'est un métier de volume. Et donc, déjà, il faut avoir des affaires qui peuvent marcher matin, midi et soir, toute la semaine. Et il en faut plusieurs. Donc, plus t'es gros, plus tu brasses, plus c'est simple. Et donc, ça te permet de, effectivement, jongler avec le personnel. Ça te permet de mutualiser certaines fonctions support. Ça te permet de négocier avec des fournisseurs. Donc, ça te permet de mutualiser des processus, mutualiser des bonnes pratiques. Et on avait un concept, c'est que souvent, on faisait des cartes assez restreintes, avec peu de produits, ce qui permettait d'en commander peu, de les faire tourner, qui périment pas, ce qui permettait d'avoir une carte qui était facile à suivre, facile à analyser, et qui permettait d'être rentable, par exemple. Pourquoi tu vends ? Pourquoi je vends ? Parce que ce que je te disais, c'est moi j'ai un projet en tête, ça fait 5 ans, donc envie d'un nouveau cycle de restauration. J'en parlais avec mon associé Jean, et lui il a autre chose en tête. Et là on se dit mutuellement, on est trop gros pour avoir deux patrons. Il faut un patron maintenant. Et on se dit aussi, on n'est pas d'accord sur le projet. Donc soit je pars, soit tu pars. Et donc c'est pas des discussions faciles, surtout quand t'es mine de rien, on est jeune. Tu vois. Ça se passe cool ou vous frôlez les disputes ? Alors avec Jean, lui il vient du sud-est et il a du sang corse. Moi j'ai du sang sud-ouest. Voilà, donc t'as répondu quoi. Ouais. Depuis toujours, ouais. C'est arrivé qu'on se dise des choses un peu. Mais ça c'est très sain. Depuis le premier jour, on a commencé à travailler ensemble. Et des moments on se posait et pendant 1 heure on se disait ça va pas, ça je suis pas content, machin. Mais on s'est toujours, il y a toujours eu du dialogue. On a toujours su échanger, on a toujours su exprimer nos problèmes, dire ce qu'on avait sur le cœur. Ça, c'est déjà super important. Et certes, quand tu discutes de sous, quand tu discutes de projets, quand t'as sué du matin au soir sur un projet comme ça, qui est très attaché. Et donc, c'est des discussions qui sont où il y a de l'émotion. Des discussions où c'est pas que du business. Et donc, parfois, les discussions étaient un peu enlevées. Mais on a
je te dis, on a toujours eu du dialogue. Et donc, c'est arrivé qu'on se crée un peu dessus. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je prends toujours plaisir à appeler, que je respecte énormément pour ce qu'il construit, dont je respecte les valeurs aussi, parce que c'est quelqu'un qui a des très grandes valeurs. Et dont je respecte aussi les qualités professionnelles. Jean, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a une très belle plume, qui sait exprimer des idées avec beaucoup de qualité. Il écrit très bien. Et donc, ces discussions qui ont été assez longues sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est toi qui pars, est-ce que c'est moi qui pars, comment on le fait, quelles sont les options. Mais petit à petit, on a trouvé un cheminement qui fonctionnait. Et ça, c'était en parallèle de discussions avec des investisseurs qui souhaitaient investir. Et donc ça, ce qui a aidé, c'est qu'on avait des business qui tournaient bien, quoi. On avait des business qui tournaient bien, on était assez en vue dans le secteur. Donc, il t'a donné le prix que tu voulais, que t'attendais? Donc du coup, la discussion du prix, je l'ai pas tellement eu avec Jean, je l'ai eu avec l'investisseur qui rentrait, qui allait mettre de l'argent dans le business et qui était intéressé par prendre plus de parts que ce qu'il pouvait prendre via une notion de capital et qui voulait vraiment soutenir l'aventure. C'est un investisseur à qui je dis bonjour, Georges Sayer, un grand monsieur, extrêmement respectable, qui soutient les entrepreneurs aujourd'hui, pour qui c'est important d'être un peu un tonton de projets entrepreneuriaux, et il a vraiment joué ce rôle-là dans ces discussions, et c'était très rapide. On a eu une discussion, je lui dis voilà, moi je pense que ça vaut tant. Il m'a dit ok, laisse-moi un peu de temps, je réfléchis. Il m'a dit moi je pense que ça vaut tant, et puis j'ai dit ok, à tel prix on est ok, et puis ça a été réglé en 2 jours, quoi. Ok. Allez, on va parler d'IBO. Alors, quand tu étais restaurateur, tu as rencontré des pain points. Je reconnais on en a parlé tout à l'heure, que le restaurateur est pas toujours au bureau. On bosse souvent sur un coin de table. Tu reçois peu de factures par email ou par courrier. C'est souvent la facture de métro oubliée dans la voiture, celle du boulanger qui reste dans la cagette ou dans les légumes. Tu sais pas si ça a été payé ou tu l'as payé 2 fois. Je pense que on en a parlé. Je pense que l'idée vient de là, en fait. Ouais, l'idée vient que, en fait, à l'ouverture du resto, je me dis, il faut tout de suite qu'on soit rentable. Donc là, c'est le réflexe de banquier qui revient, c'est il faut faire de l'EBITDA, et cet EBITDA, il doit être supérieur à 20%, et puis on peut même aller taper des records dans la restauration. Tu peux expliquer ce que c'est l'EBITDA ? L'EBITDA, c'est ta marge, c'est ton profit opérationnel. Donc c'est ce que génère ton business. C'est ce qui crache, en fait, tous les mois. Avant que tu aies regardé l'impôt pas l'impôt, mais si, bien sûr, malheureusement, il y a des impôts, mais avant les impôts et avant l'emprunt que tu rembourses. Parce que les grosses charges dans les commerces, dans la restauration, viennent du fait qu'on s'endette pour acheter un fonds de commerce. Et donc, c'est du coup, l'agrégat à regarder, ça serait EBITDA moins service de la dette, donc ta trésorerie opérationnelle générée tous les mois, moins ce que tu dois rembourser à la banque pour rembourser ton emprunt. Et donc, du coup, je me plonge tout de suite dans les chiffres, je me plonge tout de suite dans les factures, pour avoir une vue tous les mois sur mon chiffre d'affaires, facile parce que ça, tu l'as dans ta caisse, et pour avoir aussi une vue sur ce qui sortait du business, pour comprendre si on générait ou pas de l'argent. Et là, tu te rends compte déjà que c'est pas facile, parce que, certes, tes choux et tes carottes, tu les reçois tous les jours, mais quand tu commandes pour 3 mois de magnifiques charcuteries ibériques que tu as sourcées dans un petit producteur qui est basé dans le nord de l'Espagne, déjà, c'est un envoi qui prend du temps, donc le mec va mettre 1 mois à t'envoyer, parce que lui, son boulot, c'est de faire des magnifiques chorizo, des magnifiques jambons, et il se concentre là-dessus, et tu l'as choisi pour ça. Et donc, c'est pas un spécialiste de la logistique, et c'est encore moins un spécialiste de la facturation. Donc, il t'envoie les factures, il t'envoie la marchandise, il t'envoie du coup, tu vas grouper ta commande pour avoir une commande qui va tenir longtemps, et puis il t'envoie la facture, mais cette facture, en fait, tu vas l'amortir sur 3-4 mois. Donc, en fait, pour suivre ta marge, il faut pouvoir suivre la consommation de tes matières premières et tes stocks. Et c'est pas du tout facile dans la restauration, parce que tu mets un peu de ça par-ci, un peu de ça par-là, et donc c'est pas comme un stock qui est sur étagère que tu peux étiqueter, automatiser, que tu peux suivre facilement. En fait, c'est des ingrédients qui sont dans des boîtes, qui sont dans des poches. T'as pas de suivi de stock réel en restauration. C'est hyper compliqué. Le mec qui fait ça, c'est un génie. Et donc, du coup, je commence à suivre les factures pour savoir si on gagnait de l'argent. Pour pouvoir justement répartir mes charges, soit sur une semaine, soit sur plusieurs mois, en fonction de la durée de péremption des denrées. Et donc, je commence à me plonger là-dedans, et je me rends compte que les factures, c'est un bordel innommable. T'as pas un mec qui envoie les factures au même endroit. Donc même si t'en avais une seule en version papier ou une seule dans ta boîte mail,
Rien que le fait de les avoir à des endroits différents, déjà, c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, il n'y a pas un mec qui se dit on va envoyer les factures au même endroit. En fait, pour revenir à cette image du producteur de jambon ibérique, de jambon Bellota, lui, son job, c'est de faire le meilleur jambon de la Terre. Il considère que quand il a fait le meilleur jambon de la Terre, il a fini son job. Il considère que son job, c'est pas de faire une facture facile à payer, etc. T'as acheté un produit, t'as acheté un service, c'est normal de te faire payer. Donc, aucun dirigeant, en vrai, ne se préoccupe vraiment de comment ces factures sont faites, comment elles sont reçues, comment elles sont payées. Il considère que c'est pas ça son boulot. Et donc, du coup, la conséquence, c'est que tu reçois les factures partout, elles sont toutes faites différemment, les délais et les moyens de règlement sont toujours différents. Donc, du coup, je commence à me plonger dans ce cauchemar opérationnel. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un mec qui fonctionne pareil ? Le livreur de choux et de carottes, il te fait une facture tous les jours, qui est récapitulée par semaine, qui est payable par décade, et qui peut être groupée 30 jours fin de mois. Alors déjà, les mecs qui m'expliquent ça, je dis, c'est quoi ce truc ? J'ai pas compris un seul mot de ce que vous avez dit. Dites-moi juste combien je dois payer et quand. Et ça, ils savent pas te le dire. Ils t'envoient des factures, ils vont t'envoyer des récapitulatifs de factures, mais en fait, en vrai, c'est très compliqué. Franchement, faut être un génie pour comprendre comment tous ces systèmes coexistent, et c'est très compliqué de réconcilier cette donnée. Et du coup, vu que je voulais contrôler les marges et que c'était hyper important pour savoir si le business était healthy ou pas, si le business était en bonne santé ou pas, justement pour savoir si on allait ouvrir d'autres restaurants, parce que je voulais pas me projeter dans une autre ouverture si je sentais que le business était pas prêt à supporter de nouveaux frais, plus de capital à investir, etc. Et donc, je me suis intéressé à comment on peut rendre ce process plus fluide, et comment on peut avoir plus de data là-dessus, et comment on peut rendre ce process de réception, validation et paiement des factures efficace. Et je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué. J'ai vraiment tout tenté. J'ai essayé d'imposer des systèmes aux fournisseurs. J'ai mis en place plein de process différents. J'ai changé plein de fois d'expert comptable, d'outils, et rien n'y a fait, quoi. Et en fait, voilà. Et donc c'est moi même si j'avais des gens dans l'équipe petit à petit qui nous ont rejoints, qui préparaient les classeurs avec les factures, qui préparaient les paiements, qui réceptionnaient les IBAN, qui allaient préparer les paiements dans les interfaces bancaires. Ça restait un cauchemar. C'est un truc qui me prenait des heures toutes les semaines. Et en plus, à chaque fois que j'allais me lancer là-dedans, j'y allais à reculons parce que je savais que j'allais sortir avec plus de problèmes, plus de questions que de réponses. Et donc, c'est comme ça que ce sujet est devenu un petit peu omniprésent dans mon esprit. Cette idée-là, donc tu l'as pendant que tu es restaurateur. Quand tu vends tes parts, c'est automatiquement l'idée, tu t'es dit, je vais faire ça. Ouais, Ce constat que tu as eu, il s'est fait combien de temps avant que tu vendes ? Quand on a ouvert déjà quand on a ouvert Farago, notre premier responsable de resto, on lui avait demandé de ranger les factures dans un classeur. Et il n'y arrivait pas, déjà. Pour te dire à quel point c'est difficile de centraliser les factures dans un resto. Et donc, bon an mal an, on s'était dit, on avait fait le dos rond, on s'est dit on fera ça plus tard. Mais quand on a ouvert le deuxième restaurant Canard et Champagne, on était plus structuré. Et 2 fois par semaine, on avait un sous-sol avec une salle de 40 places. Je me mettais là, tranquille, pour bosser sur l'administratif. Et là, je me suis vraiment dit, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un truc qui cloche. Et donc là, à partir de ce moment-là, l'idée d'un outil de gestion de back-office financier, un outil qui se concentre sur les opérations financières du quotidien. Je parle même pas de la compta, parce que moi, la compta, je m'en occupais même pas. Je m'occupais juste de récupérer les factures, voir s'il fallait les payer ou pas, et les payer. Et j'en profitais du coup pour voir si on était dans le vert ou si on était dans le rouge. Mais je rentrais même pas dans les reportings que me faisait l'expert comptable, etc. Mais tu n'as pas eu l'idée de le faire pendant que tu avais le resto ? De monter un business à côté ? Pas le temps ? Si, mais je crois pas que tu puisses vraiment faire 2 choses en même temps. Ouais. J'ai essayé d'ailleurs. Non, mais j'imagine que tu as dû, pour arriver à ce constat-là, tu as dû essayer des outils d'OCR, tu as dû faire tout un tas de choses pour toi, peut-être, non ? Ah ouais, on a essayé beaucoup d'outils qui existent encore. On a changé plusieurs fois d'expert comptable parce que souvent un expert comptable te recommande un setup, donc tu viens aussi pour ça. Franchement, j'ai essayé beaucoup de trucs et j'ai pas trouvé d'outils qui me semblaient pertinents. Et en fait, c'est là on parlait de création tout à l'heure. Pour moi, c'était l'une des possibilités, c'était l'une des bases possibles dans cet univers de la gestion pour construire des solutions, des produits hyper intéressants et d'avenir. Et je trouvais ça tellement archaïque, alors que tu vois, un moment qui a fait tilt, c'est que on rentre de week-end, on fait des comptes sur Tricount entre potes,
On se rembourse en 2 secondes via Lydia. C'est gratuit, c'est fait en 1 seconde. Et c'est super simple. Et je me disais, merde, demain je suis au resto, je vais me retrouver avec cette pile de factures, je vais encore me prendre la tête avec le chef, je vais encore me prendre la tête avec les fournisseurs, enfin, l'enfer, quoi. Et je me dis, ça a été un des déclics. Je me suis dit, c'est pas possible. À l'âge du peer-to-peer dans le quotidien, les business en sont à fonctionner comme ils ont toujours fonctionné, en fait. Quand les Égyptiens entraient d'une campagne militaire, ils allaient graver sur une stèle ce qu'ils avaient ramené, et c'est comme ça que la compta et les factures étaient nées. C'est toujours pareil, enfin, ça n'a pas changé. En fait, on est toujours dans des systèmes silotés, archaïques, où chacun note ses trucs de part et d'autre. Ça n'a pas de sens, ça restera pas comme ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire que, du coup, travailler autour de ça, je trouvais que ça ouvrait des très belles opportunités. Bah d'ailleurs, peut-être ce serait intéressant que tu me le pitches, en fait, directement. Tu m'expliques qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça fait. Libéo, c'est le spécialiste du paiement entre entreprises en Europe. Donc, on se concentre sur le paiement pour une entreprise. Et le paiement, c'est quoi? C'est des informations dont tu as besoin qui vont se trouver sur une facture, mais c'est aussi des informations qui sont disséminées, qui sont pas écrites, qui sont présentes oralement chez plusieurs personnes de l'entreprise. Donc, si on reprend l'image du restaurant, pour payer la facture, il faut que j'ai le montant à payer. Il faut que je sache quand elle est due. Il faut que j'ai les coordonnées bancaires de mon fournisseur, même si pour moi, ça devrait disparaître. Et après, j'ai plein d'informations à récolter. Il faut que j'appelle le chef pour savoir si la livraison est bien arrivée, si les produits sont de qualité. Il faut que j'appelle le responsable du restaurant pour savoir si on n'a pas un avoir en retard avec ce fournisseur, etc., etc. Et donc, notre job chez Libéo, c'est de récupérer cette donnée-là pour permettre des paiements, que ça soit directement dans notre interface ou que ce soit dans des interfaces de partenaires. Et donc, l'idée, c'est de récolter cette information pour l'amener à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et donc c'est pour ça qu'on le soutient. Voilà, c'est soutenu par la technologie. Donc Libéo, c'est un mélange de solutions software et d'infrastructures de paiement. Et donc concrètement, aujourd'hui, un restaurant qui est pas équipé ou un business qui est pas équipé, il va recevoir ses factures dans plusieurs endroits. Il va imprimer ses factures, il va les mettre dans un classeur. Il va devoir mettre des post-it ou des tampons sur la facture pour suivre en fait ces process de validation dont on a parlé. Facture récupérée. Elle est bonne à payer, paiement réalisé, envoyé en comptabilité, rapprochement bancaire fait. Donc, on va suivre ça un petit peu à la main. Et Libéo va permettre de suivre ce processus de manière digitale. Donc, tu vas pouvoir... nous, on est spécialiste de ce processus. Donc, tu vas pouvoir collecter les factures que tu reçois par tous les moyens possibles et imaginables. Donc, tu vas pouvoir ouvrir l'application Libéo, prendre en photo une facture. Et donc, typiquement, ton chef qui reçoit sa cagette le matin va pouvoir prendre en photo la facture qui est dans la cagette. On va pouvoir lier cette facture à un bon de commande. S'il a utilisé une application de commande comme Choco ou ce genre de choses, on va pouvoir récupérer ce bon de commande pour vérifier qu'il correspond à la facture. On va créer comme ça un processus qui va permettre de pinguer sur les smartphones de toute l'équipe pour savoir si la facture doit bien être payée, si on a la trésorerie pour payer la facture, etc. Et puis, on va permettre, une fois que toutes ces informations sont récoltées, d'appuyer sur un bouton pour lancer le règlement de la facture. Et tout ça, ça n'existe pas. Tout existe, mais pas rassemblé, en fait, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, la plupart des paiements sont faits dans les interfaces bancaires. Et donc, dans ton interface bancaire, tu as la possibilité de saisir un bénéficiaire, de saisir un montant, mais il peut pas venir automatiquement d'une facture. Il faut amener cette donnée. Que ce soit manuellement ou en important un fichier, mais tu es obligé de saisir cette donnée, elle vient de quelque part. Et dans ton logiciel comptable, en règle générale, tu vas envoyer ta facture une fois qu'elle est déjà réglée, en fait, parce que tu vas envoyer ta facture pour la TVA, pour établir les déclarations de taxes, pour faire la liasse fiscale à la fin de l'année. Et donc, d'un côté, tu as ton cycle de gestion et de l'autre, tu as ton cycle de compta. Et donc, en fait, que ce soit cet outil ou l'autre, en général, cette donnée, elle est ailleurs. Et donc, l'idée, c'est d'apporter un outil qui permet à une société de récolter ses factures et les payer au même endroit, et après d'envoyer cette donnée à son outil comptable. Ou si l'utilisateur préfère avoir ce flow-là dans sa banque, donc de pouvoir récolter ses factures dans sa banque et les payer dans sa banque, ou au contraire, s'il veut pouvoir les payer depuis son outil de gestion comptable, bah c'est aussi quelque chose qu'on propose. Mais tu en fais quoi après, une fois que c'est payé? Après, par rapport, enfin moi je suis, on en a parlé, je suis chez Penny Lane par exemple pour la compta, mais tu pourrais être chez Sage ou chez EBP, ou t'en fais quoi? Comment tu avertis le logiciel compta que c'est payé?
Pennyline, c'est un bon exemple, puisque Pennyline propose déjà des solutions de paiement et qu'on échange pour voir s'il n'y a pas des choses à construire ensemble, et qu'on échange aussi avec tous les logiciels comptables du marché. Par exemple, Libéo a signé une alliance avec Intuit. Intuit, c'est le plus grand groupe de solutions. QuickBooks. C'est le plus grand groupe de solutions destinées aux TPE dans le monde. Donc on a signé un contrat d'alliance stratégique où tous les clients QuickBooks pour la France, et demain pour d'autres pays peut-être en Europe, ont dans leur section gestion de mes achats la possibilité de payer leurs factures, et cette possibilité, elle est fournie, powered par Libéo. Donc, typiquement, l'idée, c'est que plutôt que juste donner ta facture à ton comptable dans QuickBooks, toi, en tant que dirigeant, tu veux aussi la payer, et donc tu vas pouvoir la payer maintenant grâce à Libéo. Et donc, qu'est-ce que tu en fais de ta facture ? Ben justement, c'est tout le sujet, c'est que avant, tu déversais tes factures dans l'outil comptable pour les transmettre à ton expert comptable en tant que dirigeant, alors que ton objectif à toi, c'était pas de les transmettre, c'était de les gérer et donc de les centraliser pour en faire quelque chose, pour les payer. Et donc du coup, grâce à cette articulation entre la facture, les données qui précèdent au paiement et le paiement, on permet en fait de faire sa gestion et sa comptabilité au même endroit. Et donc ça va permettre de transmettre les données à l'expert comptable sans qu'il ait besoin de relancer. Faut savoir quand même qu'un tiers des collaborateurs de cabinets comptables, qui sont quand même des diplômés Bac+5 voire plus, ils passent leur temps à faire du secrétariat et à relancer les clients pour qu'ils transmettent les factures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils les ont déjà payées par ailleurs, donc ils les ont déjà mis dans un classeur, ils savent même plus où elles sont, et ils n'ont pas intérêt à le faire puisqu'ils ont déjà payé. Donc, si tu permets de les payer au même endroit que tu les collectes pour l'expert comptable, du coup, le collaborateur du cabinet d'expertise comptable, il n'a plus besoin de relancer. Et donc, tu permets de faire ta comptabilité au même endroit, et tu permets aussi, vu que tu cumules tous les flux, d'avoir un vrai reporting à la fois cash, pour savoir ce qui rentre et ce qui sort de tes comptes bancaires, mais aussi économique, pour savoir si tu es dans le vrai, si tu gagnes de l'argent, ou au contraire, si tu es dans le rouge, et que tu as un business qui n'est pas rentable. Mais à la base, la roadmap de base, c'était plutôt la collecte de factures, en fait. Le bordel des factures. Vous avez greffé cette histoire de paiement ? Non, à la base, c'est que le paiement, c'est un enfer, quoi. Le paiement pour une entreprise, en fait... Je vais reprendre cette histoire des restaurants. Moi, j'avais assez vite plusieurs restaurants, donc plusieurs interfaces bancaires. Donc déjà, ça peut sembler bête, mais typiquement, Conto, c'est un produit extraordinaire. Et quand tu es restaurateur, t'as pas toujours la trésorerie pour avoir un compte Conto d'un côté et un compte BNP, HSBC, Banque Populaire, dont tu as besoin parce qu'ils te font des emprunts à 500 000, 1 million d'euros. Donc tu loges tes flux dans la banque qui te finance. Et donc, le produit est génial, pour revenir à Conto par exemple, mais moi j'avais pas la trésor pour faire mes paiements fournisseurs depuis Conto. J'étais obligé de les faire depuis mes banques traditionnelles. Et donc je me retrouvais à saisir dans mes différentes interfaces bancaires tous les RIB des mêmes fournisseurs. Quand j'avais besoin que quelqu'un m'accompagne là-dessus dans l'équipe, il fallait que je demande un accès à BNP Paribas ou à HSBC. Et parfois cet accès il met 3 mois à 6 mois à arriver. Donc toi tu continues en tant que dirigeant à te palucher ce travail à la main. Et quand ton fournisseur te dit il faut changer les RIB, tu te retrouves à saisir tous les RIB, à les ressaisir, à les modifier. Donc le paiement, pour moi, cristallisait vraiment tout ce qu'il y a de plus angoissant et de compliqué dans ce process. Je trouvais ça vraiment horrible comme expérience. Et je trouvais pas ça normal à l'ère du digital, quoi. Ça me rappelle la discussion que j'ai eue avec Cyril Chiche de Lydia. C'est à peu près pareil, quoi. Ça me rappelle c'est un peu le Lydia professionnel. Lydia, c'est un produit exceptionnel. Je pense que l'expérience utilisateur Lydia, c'est une des meilleures expériences utilisateurs que tu puisses vivre en tant que particulier. C'est devenu un standard, d'ailleurs. Bien sûr. Cyril le dit souvent, c'est devenu un mot dans le dictionnaire. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est comme ça que j'introduis le podcast, d'ailleurs. C'est Fais-moi Lydia. Voilà. Et ouais, je pense qu'il y a des similitudes. Le paiement entreprise est très complexe. Tu payes des acomptes, tu payes des avoirs, tu récupères des avoirs, tu as des paiements en plusieurs fois, tu as des dates d'échéance, tu as des conditions spécifiques qui sont dealées entre clients et fournisseurs. Donc il faut pouvoir gérer cette complexité. Mais c'est sûr que l'un des objectifs, c'est de pouvoir rendre ces process plus simples. Et donc c'est typiquement de permettre à un client de payer son fournisseur sans avoir saisir l'IBAN de son fournisseur. En fait, je comprends pas aujourd'hui, typiquement, qu'on ait besoin de saisir des IBAN. Je trouve que c'est une hérésie que les IBAN existent. Alors, moi, je sais pas comment ça marche, mais j'imagine comment ça marche. Bon. Tu as une interface qui s'appelle Libéo, dans lequel tu vas, une fois, aller saisir les IBAN de tes 2-3 banques, etc. Ensuite, je pense que tu vas me l'expliquer, il doit y avoir une sorte de wallet.
qui va permettre de payer quand je vais cliquer dessus, comme PayPal. Alors on parle de PayPal, moi je travaille beaucoup avec PayPal dans mon métier. Je paye PayPal, mais PayPal en fait va aller prendre l'argent sur mon compte en banque. On est d'accord ? Ou alors va prendre la partie qui est dans la wallet de PayPal et il va compléter avec le compte en banque ou la carte bleue. Bon. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu es le fournisseur, qu'est-ce qui arrive chez lui, en fait ? Est-ce qu'il faut il est Libéo ? Comment ça marche, en fait, lui ? Super simple. Donc, tu vas sur le site libéo.io, tu t'inscris, tu crées ton compte, et à partir de là, tu peux commencer à faire des paiements. Et au-delà d'un certain montant, on va te demander de faire un KYC. Donc, d'envoyer des pièces pour être sûr que tu es bien qui tu es, et, qui tu dis que tu es, et pour être sûr que tu fais pas du blanchiment. Tu récupères tes factures. Donc, tu vas savoir que la facture du fournisseur de légumes, elle est à échéance dans 1 mois, et celle du vendeur de jambon ibérique, elle est à échéance dans 2 mois. Donc, on va te proposer de planifier ce paiement. Donc ça peut être fait en OCR. En reconnaissant le caractère. Donc là, il y a un OCR qui va reconnaître les données sur la facture. Si la facture est en PDF, c'est encore plus simple. Mais effectivement, on récupère les données, on les harmonise, et on dit aux dirigeants, bah voilà, cette facture est à échéance à telle date, c'est tel montant, est-ce que tu es bien OK pour la payer ? Et s'il est OK pour la payer, il appuie sur OK, je paye. Et donc, par défaut, tu peux payer aujourd'hui ou tu peux payer dans 30 jours. Voilà. Et donc, par défaut, on lui propose de payer que quand la date est arrivée à échéance, ouais. Et donc, techniquement, comment ça fonctionne ? Il nous indique les sources de fonds qu'il souhaite qu'on utilise pour faire les paiements. Et le jour où le paiement est arrivé, enfin où la date d'échéance est arrivée, on va prendre l'argent sur son compte bancaire, mais ça peut être aussi sur une carte bancaire, et l'envoyer chez le fournisseur. Sur son compte, peu importe qu'il soit Libéo ou pas Libéo. Exactement. D'accord. Et s'il n'a pas l'IBAN de son fournisseur, pour reprendre l'exemple du paiement peer-to-peer, on va envoyer un mail au fournisseur en lui disant « ton client t'a payé », avec un petit laïus pour lui donner de la confiance, en disant un message qui est au nom du payeur, qui dit en général, ils se connaissent. En général, un client connaît son fournisseur. Et donc, voilà, dorénavant, j'utilise Libéo, c'est plus simple pour moi, ça m'a permis de gagner du temps. Tu devrais d'ailleurs regarder, c'est pas mal pour toi. Clique ici pour recevoir ton paiement. Bon, je peux te garantir que tous les gens à qui t'envoient un mail en disant « clique ici pour recevoir ton argent », tout le monde clique. Donc, le fournisseur, il clique. Il n'a pas besoin de s'inscrire sur Libéo. On va l'enregistrer, mais il n'a pas de processus d'inscription à faire. Il devient affilié du réseau Libéo. On lui demande juste si son IBAN n'est pas connu par le payeur, de venir glisser-déposer son RIB dans une interface sécurisée. Nous, on va recevoir ce RIB, on va l'attacher à ce fournisseur, on va vérifier qu'il correspond bien à sa raison sociale pour éviter toute fraude. Automatique tout ça. Hein. Automatique. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que le client voudra payer son fournisseur, ou à chaque fois qu'un autre client dans le réseau Libéo voudra payer ce fournisseur, il n'aura pas besoin de saisir l'IBAN. Il paiera son fournisseur et non pas l'IBAN de son fournisseur, ce qui devrait être la logique. C'est une sorte de Paylib, encore une fois ? Ouais, c'est ça. C'est effectivement, quand tu payes une entreprise, tu veux la payer, tu veux pas payer son compte bancaire. Et donc, ça permet aussi, du coup, au fournisseur, s'il souhaite changer son RIB, de le faire lui-même tout seul, tranquillement, et de pas avoir envoyé un mail et 10 000 relances à ses clients pour dire maintenant, il faut me payer sur tel RIB et pas sur tel autre. En fait, c'est difficile de changer de compte bancaire. Ah oui. Donc, voilà. Je crois qu'en 2023, je l'ai noté, la dématérialisation des factures va devenir obligatoire, c'est ça ? Ouais. Alors, 2023, c'est le début d'une phase où la facture électronique devient il devient obligatoire d'accepter de recevoir une facture électronique. Et donc, il ne devient pas obligatoire de les émettre encore. Et c'est une phase de transition qui dure 2 ans, 2023-2025. Et petit à petit, l'idée, c'est d'arriver vers le tout facture électronique. Et cette transition est déjà en place en Italie, par exemple. On échange beaucoup avec des personnes qui ont travaillé sur ce projet et qui le suivent toujours beaucoup en Italie. Donc voilà, projet très intéressant et d'avenir pour des solutions comme les nôtres. Et ça n'existe pas, ça ? Ça n'existait pas ? Ça existe parce que il y a un protocole qui s'appelle l'EDI. Donc l'EDI, c'est de l'échange électronique de documents. C'est un protocole qui s'installe de gré à gré entre une entreprise, entre un client et son fournisseur. Donc tu te mets d'accord sur un format. Donc par exemple, Leroy Merlin va se mettre d'accord avec son fournisseur de briques. Et donc à chaque fois que le fournisseur de briques envoie des factures à Leroy Merlin, ça sera sur un format qu'ils ont défini, sur lequel ils se sont mis d'accord. Et donc du coup, tout est en électronique. Donc ça existe depuis assez longtemps. Et
Et la facture électronique a été précédée par certaines versions qui sont un mélange de factures PDF et de fichiers XML qui contiennent des métadatas. Et donc ça existe depuis assez longtemps en vrai. Et donc la facture électronique, c'est plus que l'Union européenne qui a mis en place un système qui s'appelle PayPal il y a quelques années, qui est un système européen de compta un petit peu digital. Et donc c'est plus l'idée, c'est plus de dire on passe à la facture électronique, d'avoir un calendrier pour ce passage à la facture électronique où on oblige d'abord les États à mettre en place une obligation d'échanger avec eux en format électronique. En France, c'est le portail qui s'appelle Chorus. Et on oblige les États après à à se mettre d'accord sur un format de facture électronique. En France, ça s'appelle FactureX, en Allemagne, il s'appelle Zuckford. Et se mettre d'accord sur un format qui est si possible compatible d'un pays à l'autre. Voilà, on va voir que ça va pas être de la tarte tout ça. Mais en gros, Chorus, moi je travaille pas mal avec. D'abord, ça reconnaît rien. C'est moyen quand même. Mais bon, c'est bizarre que Chorus, c'est encore un truc. Il t'envoie des notifications. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne, Chorus, mais bon. Écoute, c'est déjà mieux que... il va y avoir pas mal de boulot pour des gens comme nous parce que si tu reprends ne serait-ce que le format de la facture électronique en Allemagne, le format, il y en a 5. Ouais. Donc je pense qu'on va bien se marrer. Mais sur l'IBO, vous avez des concurrents ? Bien sûr qu'on a des concurrents. Les entreprises, elles reçoivent des factures et elles se payent tous les jours. Donc aujourd'hui, elles utilisent leur banque, elles utilisent leur carnet de chèques, elles utilisent leur solution comptable traditionnelle pour préparer ces paiements et les transmettre à leur banque. Après, sur ce positionnement du spécialiste du paiement entreprise, aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs en Europe. Très peu. Là où aux États-Unis, c'est devenu un positionnement très connu, très plébiscité, très successful aussi, avec des sociétés comme Bill.com ou Melio. Et donc, ce rôle de spécialiste, qui je pense a vocation à perdurer et à s'accroître en Europe, où aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sociétés sur ce créneau. Et par rapport à Spendesk, vous êtes le Spendesk des frais en fait. Eux, c'est plutôt les frais, vous, c'est plutôt les factures. C'est ça. C'est à peu près. Alors Spendesk a un module de gestion des factures aussi, mais il propose pas, pour l'instant à ma connaissance, de payer ces factures au sein de leur interface. Mais c'est probablement quelque chose sur lequel ils viendront petit à petit. Mais de ma compréhension, ça c'est à Rodolphe de le dire, ils se concentrent davantage sur le fait de donner à chaque salarié dans l'entreprise la capacité de gérer ses frais, de payer en fait. Et donc du coup on est plus sur de l'expense management effectivement. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Et finalement quand tu regardes un peu vos solutions ou celles de Penny Lane ou Spendesk ou Swile, etc. C'est tout un tas aujourd'hui de briques qui sont mis dans la gestion de l'entreprise. Quand tu crées une boîte il y a 20 ans, tu avais Expert Comptable, tu avais EBP ou Ciel. Ces vieux logiciels là, ils ont un peu mangé leur pain blanc. Ils ont des ressources, hein, c'est marrant parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Et je pense que ces logiciels, ils sont encore... voilà, nous quand on compare nos clients, c'est quelques milliers d'utilisateurs. Voilà, le marché est vaste et la réalité, c'est que c'est eux qui ont le marché encore. Donc aujourd'hui, ils sont bien positionnés. Voilà, l'avenir nous dira ce qu'il advient des solutions plus récentes, plus digitales. Mais nous, en tout cas, typiquement chez Libéo, notre stratégie, c'est plutôt de travailler avec des partenaires qui sont déjà implantés que que chercher à dire qu'on est meilleur qu'eux et qu'on va les rayer de la carte. Et c'est pour ça qu'on a une API qui permet aussi bien de travailler avec Libéo en amont qu'en aval. Et on préfère, étant donné qu'on est vraiment sur cette niche du paiement et donc de l'articulation entre des données nécessaires au paiement et au paiement en soi, étant donné que des entreprises d'une certaine taille comme des Monoprix, des Starbucks, des Burger King vont utiliser notre interface, donc ils vont utiliser nos fonctionnalités et les paiements qu'il y a au sein de Libéo, donc ils vont venir consommer Libéo en tant que solution SaaS. Mais des entreprises plus petites vont peut-être vouloir utiliser Libéo via QuickBooks ou demain peut-être par exemple via Penny Lane. Et donc voilà, nous on considère qu'il faut être partenaire, qu'il faut s'intégrer dans cette chaîne, qu'il faut travailler avec tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a dès le premier jour fonctionner en API. Et donc, on a plutôt vocation à travailler avec des acteurs historiques bien implantés et qui ont une très très bonne connaissance du marché.
Ils sont là depuis longtemps, ils savent très bien ce que les entreprises veulent, ce que les experts comptables veulent, ils ont la confiance aussi, ça c'est important. Parce qu'on parle de sujets qui sont extrêmement critiques, tu bouges de l'argent, déclaration fiscale, enfin je veux dire, t'as pas envie de te confier ça à des oiseaux, donc voilà. Libéo vient pallier aux carences d'un logiciel de gestion commerciale qui normalement fait d'un côté les ventes, de l'autre côté les achats. Un constat qu'on fait, après il sera peut-être pas partagé par tous, mais c'est qu'une entreprise, une petite taille, va chercher à avoir un ERP qui fait un peu tout. Et petit à petit, elle va avoir une console plus grande à laquelle elle va connecter des outils spécialistes. Elle va connecter un CRM, elle va connecter à ce CRM un logiciel d'émission de factures. Elle va lier ses factures peut-être à des achats pour pouvoir suivre des marges, et donc du coup elle va connecter ça à un logiciel de procure to pay. Et donc, dit autrement, on a des logiciels de gestion qui ont un fort accent de facturation client, qui vont ajouter des modules pour des TPE. Et plus tu montes vers de la PME, de l'ETI, du grand groupe, plus tu vas avoir un ERP qui va être une console de centralisation sur laquelle tu plugues des outils spécialistes en fonction de tes besoins. Et souvent de tes verticales, de ton industrie. Et donc ça c'est déjà un peu le fonctionnement de cette chaîne. Et en général, cette console, que ce soit la petite console de gestion qui fait un peu tout, ou la grosse centrale qui connecte tout, cette console, elle va récupérer la donnée comptable pour pouvoir établir les déclaratifs, parce qu'on a une obligation en tant qu'entreprise de déclarer tous les mois ce qu'on a rentré, ce qu'on a fait rentrer, ce qu'on a sorti, et d'établir les états financiers à la fin de l'année qui vont après être audités, etc. Et donc, il y a deux cycles. Il y a un cycle de gestion. J'ai mes factures, je reçois celles de mes fournisseurs et je les règle. Avec des besoins de reporting entreprise, pour savoir si tu gagnes de l'argent. Et il y a un cycle de comptabilité. Le sujet, c'est que ces trois grands besoins, ils se basent sur la même data. Ils ont besoin de la même data. Et c'est les factures. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir proposer des solutions qui sont à la fois en phase et qui vont répondre à des besoins opérationnels. Parce que, j'ai n'importe quoi, mais si tu as un entrepôt, tu auras besoin d'un logiciel de stock, par exemple, quoi qu'il arrive, même si tu es tout petit. Donc, tu auras besoin de plugger cet outil de stock à un ERP qui soit petit ou qui soit gros. Donc, tu as des besoins opérationnels que tu peux absolument pas contourner, qui sont obligatoires pour ta survie. Et après, tu as des besoins primaires comme se faire payer. C'est basique, mais nous, on mange, on va au restaurant, on se vêtit. Ça, ce sont nos besoins primaires. Si on regarde la pyramide de Maslow, les besoins primaires d'une entreprise, c'est de faire rentrer du cash et contrôler ce qui sort. C'est vraiment basique de chez basique. Et donc, il te faut un outil qui va te permettre de faire ta gestion. Et une fois que tu as fait ta gestion, l'idéal, c'est que les données que tu as utilisées pour ta gestion, elles soient transmises à ton expert comptable pour qu'il puisse faire la comptabilité, qu'il puisse faire le déclaratif. Quelque chose de complexe. Je connais aucun dirigeant qui s'est chargé lui-même de ses déclarations de TVA ou ses déclarations d'IS. C'est tellement complexe. T'as tellement un risque, en plus si tu le fais mal, que tu le confies à un expert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les experts comptables qui disent qu'ils sont plus experts que comptables, parce que la comptabilité, c'est juste ranger bien les données. Et l'expert, lui, il vérifie que c'est OK. Et voilà. L'enjeu, c'est vraiment de permettre aux dirigeants de faire sa gestion et de proposer à l'expert comptable de venir récupérer dans ce process de gestion la donnée là où elle est, quoi. Encore une fois, toi et moi, on a été restaurateurs. Si je vends, par exemple, des coques de téléphone, je peux avoir une facture de vente en face. J'ai une facture d'achat, j'ai une marge au milieu et un stock. Bon. Le problème, c'est que le restaurateur en particulier, ou même le commerçant, il a une vente comptoir la plupart du temps, 411. Donc, il a le tout venant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de client identifié, en fait, c'est ce que je veux dire. Et à cette vente-là, tu parlais du chorizo ou du faux filet ou peu importe, derrière, il y a peut-être 20 ou 30 fournisseurs qui sont là, qui vont alimenter son plat du jour à 9 €. Okay. C'est très compliqué. Ouais. Est-ce que tu as plus de restaurateurs qu'autre chose aujourd'hui ? Est-ce que cette empreinte que tu as eue, ce parcours,
t'as fait t'implanter mieux chez les restaurateurs? On a pas mal de restaurants et d'hôtels. On les met dans la même catégorie. Ça représente entre 15 et 20% de nos utilisateurs. Mais on a aussi beaucoup de professions libérales, donc des cliniques, des laboratoires. On a aussi beaucoup de commerçants, en fait, donc des supermarchés, des DNVB qui vont fabriquer des vêtements et les vendre, ou qui vont fabriquer des bougies, etc., etc. Mais beaucoup de commerces, en fait, qu'ils soient en ligne ou physique. Même les commerces en ligne. Hein. Ouais. Oui, parce qu'un commerçant qui vend en ligne, c'est comme un restaurant. En fait, il a son journal d'achat. Enfin, pardon, il a son journal de vente. Oui. Il s'est pas identifié en fait. Ouais. Et en fait, son enjeu, c'est vraiment de suivre ses achats et de faire des règlements facilement. Nous, on est vraiment un outil de paiement. Faut vraiment nous voir comme ça. On n'est pas une console de gestion comptable. Hein. Ouais, parce que quand j'écoute, c'est plus presque un outil de paiement plutôt qu'un outil de récolte de factures, où il y a quand même pas mal de logiciels qui existent. Voilà. Vous pourriez vous attaquer demain aux ventes, faire un outil de vente par exemple? On fait très bien le paiement. Donc du coup, on a pas mal de clients, et c'est assez marrant, qui nous disent « Hey, sur mon outil de vente, j'ai rajouté l'IBO comme moyen de paiement. Parce que vu que ça me fait gagner du temps, je me dis que si mon client lui-même me paye avec l'IBO, il va gagner du temps, donc j'ai plus de chances de me faire payer en temps et en heure. » Donc l'autre jour, typiquement, je trouve ça génial. L'autre jour, on a un client plombier, donc un client qui a une belle boîte de plomberie, qui a mis sur son site où il se fait régler ses factures un lien vers l'IBO pour que ses clients le payent avec l'IBO. Et donc ça, c'est une anecdote, mais ça nous est arrivé plusieurs fois, des trucs similaires. Et donc, quand tu fais très bien du paiement, tu es aussi un bon système d'encaissement. Et donc, on a déjà dans l'IBO la capacité de suivre ces factures de vente, savoir où en est le règlement. Et on est en train de construire des solutions de request to pay. Voilà, donc on n'aura jamais un système de facturation performant, en tout cas particulièrement sophistiqué, c'est pas notre métier. En revanche, à chaque fois qu'une facture part, si elle peut être réglée avec les solutions LIBEO, c'est bien pour le payeur, c'est bien pour le payé. Et donc, on est en train de travailler à fond sur ces solutions de request to pay, et elles vont se retrouver dans des logiciels de facturation, par exemple. Et combien ça coûte? Donc, déjà, utiliser l'IBO, c'est gratuit. Et si tu veux, donc t'as droit à 5 paiements gratuits par mois, et au-delà du 5e, tu vas payer 90 à 50 centimes par paiement. Et zéro frais sur le paiement, évidemment. Pas de frais sur le paiement. Après, si tu fais du paiement en devise, par exemple, on va te proposer des pourcentages comme toute solution. Et si tu veux payer ta facture avec un débit différé de 2 mois, ça aussi, ça va être un pourcentage de la facture. Et après, si tu veux prendre des forfaits premium qui vont te permettre de gagner plus de temps, donc qui vont te permettre de traiter un volume plus important, qui vont te permettre d'automatiser davantage la vérification, ou qui vont te permettre de connecter l'IBO à d'autres outils. Là, tu vas prendre des forfaits qui commencent à 25 € et qui vont à partir de 175 € pour les entreprises plus grandes. Donc en fait, si l'entreprise a des gros besoins, ça peut être 500 ou 1000 € par mois. Voilà. Débit déféré, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que si j'ai ma facture qui a lieu au 30 mars, je peux décider de la payer au 30 juin, par exemple? Donc là, on permet à celui qui paye de payer son fournisseur à la date d'échéance, mais lui-même d'être décaissé dans 2 mois. Donc vous financez? Ouais, avec des partenaires, mais oui. D'accord. Oui, donc c'est forcément... Et donc, on travaillera aussi par la suite, du coup, à permettre à celui qui est payé d'être payé en avance. Donc du coup, tu peux te trouver dans une situation où toi, t'es débité 2 mois après, et celui qui est payé, il est payé 1 mois avant. Vous avez fait 3 levées de fonds. Au début, quand tu montes l'IBO, comment tu finances? On avait un peu d'argent, donc on a mis de l'argent. Et puis, donc on a lancé la machine comme ça tout de suite. Et puis après, on allait voir... Combien vous étiez? 3 associés, donc, avec Jérémy et Pierre-Antoine. Des codeurs ou Pierre-Antoine code, mais c'est même plus tellement sa spécialité. C'est plutôt un constructeur de produits. Et Jérémy, non, il est comme moi. Il a commencé sa carrière en avocat d'affaires. Et après, il a monté un business de vente d'art en ligne. Et après, il a eu pas mal de commerce, de bars, de restaurants. Il a eu plusieurs prix fooding. Il a lancé un business de delivery qui a été longtemps dans le top de TripAdvisor. Et donc, il connaissait très bien Spain. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble il y a 2 ans. Et donc, on a mis de l'argent. Et on a commencé à... Voilà. Et vous avez recruté un CTO? Et donc... Pierre-Antoine a commencé à travailler un peu sur le code au début, puis après on a
travaillé avec une petite agence pour pas attendre. Donc on a pris 2 devs dans une agence et puis en même temps on a recruté un lead technique, Samy, qui nous a rejoint assez vite. C'était quelle période à peu près ça, 2019? Début? On s'est lancé, on a immatriculé la boîte en décembre 2018. On s'est lancé ensuite. Première levée de fonds, c'était quand? Donc la première levée de fonds, elle a été actée en fait première partie de l'année 2019, mais on l'a annoncé après pour maximiser l'effet de communication pour le lancement commercial. 2 millions? Exactement, avec Briga. Et en fait, à l'origine, on voulait lever 500 000 euros avec des business angels, et ces business angels nous ont présenté à des fonds. Et du coup, on s'est retrouvé à échanger avec des fonds, et on s'est bien entendu avec Briga, à qui on a expliqué notre ambition, et ça a bien matché. Voilà. Et ensuite? Et ensuite, donc, on a eu notre licence d'agent de paiement en novembre. Donc, on a pu dire qu'on était ouvert au business. Jusque-là, on avait déjà une 50aine de clients. On n'avait pas trop le droit de monter les volumes, et voilà, on restait sous les radars. Donc, on a commencé à dire qu'on était ouvert. Oui, parce que vous gérez de l'argent quand même. Ouais, c'est ça. Donc, on a commencé à dire qu'on était ouvert à ce moment-là, et on avait déjà des volumes installés. On a fait monter ces volumes, et puis quand on a vraiment senti qu'on était prêt, on a en début 2020, on a commencé à faire la pub à fond du service. Et donc ça a attiré du coup quelques VC qui suivaient un peu ce qu'on faisait, qui avaient vu le succès de solutions de gestion et de paiement de factures fournisseurs aux États-Unis principalement, et qui du coup sont venus nous voir. Et donc c'est comme ça qu'on a eu des discussions avec plusieurs fonds, dont Local Globe, dont on a beaucoup aimé l'approche, l'expérience sur le early stage, qui connaissait bien les métriques qu'on suivait, le volume de paiement mensuel, la rétention, donc le taux de repeat en fait, de réutilisation du service, les taux de conversion en fait dans notre funnel d'acquisition. Et donc on s'est très bien entendu avec eux. On a senti aussi que ils avaient des choses à nous apporter en complément de ce que Briga nous avait déjà apporté. Et donc on a fait une deuxième levée de fonds. Une série A? C'était plutôt un seed. Encore un seed. Ouais, parce qu'on avait donc là, c'était un pré-seed. Briga, c'était plutôt un pré-seed, ouais. Ouais, d'accord. Le produit était en cours de développement quand Briga a investi, donc ils ont vraiment fait un investissement très tôt. Local Globe a investi, le produit était sorti de terre, mais là on était encore en finalisation du product market fit. Et donc cette levée de fonds, elle a été signée la première semaine du confinement, donc c'était la période de montagne russe. Et puis troisième levée, avec des discussions qu'on démarrait durant l'été avec un certain nombre de fonds qui étaient intéressés par ce qu'on avait déployé, par la traction qu'on avait, parce qu'on avait une belle croissance de la TPV, donc le Total Payment Volume, c'est le volume de paiement qu'on traite sur une base, sur un mois. Et donc on avait une belle croissance. J'ai noté 20% par mois, c'est ça? Exactement. Ouais. Et donc on avait cette belle croissance du coup on a commencé à avoir des discussions avec d'autres fonds puisqu'on se sentait prêt à rentrer dans une phase de scale. On allait recruter davantage d'équipes growth, d'équipes marketing, d'équipes sales pour davantage déployer la solution. Et donc ça a amené cette levée de fonds qui a commencé à être évoquée durant l'automne et qui s'est finalisée début 2021. 20 millions. Ouais. Donc chaque levée, une étape en recrutement déjà et en marketing. C'est à peu près ça à quoi ça vous sert? Je pense que chaque levée, c'est une nouvelle étape parce que ce sont de nouveaux partenaires et donc des partenaires qui apportent plus que de l'argent puisque c'est des partenaires qui t'apportent une vision, un réseau, qui vont adouber aussi ton ambition. Et donc effectivement à chaque étape on a coché des cases. Première levée c'était on a un produit qui semble, enfin on a une vision qui semble bonne et des prémices de produit. Deuxième levée c'est on a un produit qui est prêt, qui présente des promesses importantes puisque il y a un taux de repeat, il y a un market fit qui est en train de s'installer. Troisième levée on va, maintenant qu'on a un market fit fort, scaler cette ambition. Qu'en France? On n'était qu'en France, maintenant on a des clients aussi dans d'autres pays européens, par exemple en Belgique, et on est en train de travailler pour ouvrir d'autres pays prochainement. Le système de facturation est adaptable? C'est pas très compliqué? C'est ça qui est super avec le paiement, c'est qu'en fait t'as besoin de peu d'informations in fine. Ouais. Et le système est très... Valider un paiement, c'est un process qui est très homogène en fait. Que tu prennes une entreprise en Italie, en Angleterre, elle va le faire pareil qu'en France, et donc tu peux assez facilement scaler. Ouais, parce que quand je discute avec des PayFit ou avec des Penny Lane justement, la compta ou la paye, c'est compliqué à exporter quand même.
En fait, c'est deux plays qui ont rien à voir. C'est-à-dire Ouais, que le play Penny Lane ou Payfit, de ma compréhension, c'est un play qui est relativement horizontal. Ouais, puis Il y a un côté des OS. juridiques, Il y a un côté OS. T'es la console qui gère tout. C'est un super play avec l'équipe de Penny Lane. C'est une équipe super avec une très très belle ambition. L'IBO, c'est plutôt un play vertical. On se concentre sur une niche. On fait peu de choses. On essaye de le faire vraiment très très bien, de le rendre disponible aussi ailleurs. Et donc, ça présente plus de capacité de scale. En tout cas, une capacité de scale différente. Voilà. Juste avant de passer aux questions perso, je voudrais que tu me parles des leviers d'acquisition pour les nouveaux clients. Donc, c'est une boîte qui a 2 ans. Même pas, puisque vous avez mis le produit à peu près quand en place? Le produit, il a vraiment été lancé il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Bientôt 1 an et demi. C'est quoi à peu près les leviers pour acquérir des nouveaux clients? On a plusieurs leviers. On produit du contenu et on fait de la publicité en ligne pour parler du problème qu'on résout et expliquer qu'il est possible de gagner du temps et de l'efficience sur ces processus. Voilà. Et puis quand il y a une marque d'intérêt, l'idée c'est de pouvoir faire des démos rapidement en visio à des prospects. Donc on a une équipe d'experts en gestion financière et administrative pour TPE, PME. Combien vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, au total, dans l'équipe, on est 80. Donc, je dirais qu'il y a un tiers de l'équipe qui travaille sur le produit et sur la tech, un tiers de l'équipe qui travaille sur le marketing, la growth, la communication, et un tiers de l'équipe qui est plutôt sur le sales et l'accompagnement des utilisateurs. Je t'ai coupé, excuse-moi, tu étais en train de me dire, on parlait des leviers. Et donc, les leviers, c'est de la publicité en ligne, que ce soit du SEO ou du SEA. C'est des équipes d'experts qui vont pouvoir conseiller. C'est vraiment important de pouvoir dire à un client ou un prospect, l'IBO c'est pour toi, ou au contraire on pense que l'IBO c'est pas pour toi. Il y a des entreprises pour lesquelles le besoin en gestion financière, il n'est pas centré sur la gestion des factures fournisseurs et des règlements. Il faut savoir le dire, donc il faut savoir aussi dire à un prospect, l'IBO c'est pas ton problème principal, et tu trouverais plus ton bonheur avec cette solution-là, par exemple. Et voilà. Et après on a 2 autres canaux. On travaille vraiment main dans la main avec les experts comptables qui sont vraiment le partenaire financier, administratif des entreprises, qui les conseillent dans leurs outils, qui mettent en place leur processus de gestion. Donc depuis le premier jour, on a construit des solutions qui sont pertinentes pour eux sur ces processus-là, et on a essayé de comprendre leurs problématiques, les gains de temps qu'ils ont besoin de réaliser. Voilà, donc on les aide à mieux collecter les factures, par exemple, de leurs clients. Donc on travaille main dans la main avec eux et on essaye, quand le cabinet avec lequel on échange a beaucoup de clients qui correspondent à notre typologie de clients, on essaie de lui proposer des conditions préférentielles et de déployer l'IBO chez ses clients. Et puis il y a un troisième canal qui est celui des partenaires technologiques. Donc on va citer QuickBooks par exemple. Donc QuickBooks en France c'est 50 000 entreprises, donc c'est pas rien. Dans le monde, même pas la peine d'en parler, c'est des millions, des millions, des millions. Donc QuickBooks, c'est un outil qui propose des super solutions de facturation, qui propose des solutions basiques sur tous les pans de gestion dont tu as besoin quand tu as une TPE ou une petite PME. Mais quand il y a des besoins exacerbés sur la gestion des factures fournisseurs ou sur le paiement, grâce au QuickBooks Store, en fait, tu peux choisir des solutions partenaires. Et donc jusque-là, on était une solution que tu pouvais venir activer pour que l'information entre l'IBO et QuickBooks soit synchronisée au quotidien et donc que tu n'aies pas besoin de transmettre des fichiers de l'un à l'autre pour actualiser. Et on a franchi un cap il y a quelques semaines puisqu'on a signé une alliance stratégique assez inédite en Europe où l'IBO est présent comme une solution de paiement dans QuickBooks. Donc en fait, si tu es client de QuickBooks, tu es aussi client l'IBO par défaut. Et donc tu retrouves tes factures dans QuickBooks, voilà, et tu peux appuyer sur le bouton « Je paye avec l'IBO ». Et donc nous, on s'occupe de tout. Après, on va prendre l'argent sur ton compte bancaire, on va l'envoyer chez le fournisseur. Tu vas retrouver les mêmes fonctionnalités de l'IBO, mais via QuickBooks. Et donc, mais il faut payer l'abonnement l'IBO quand même. Non, c'est dans ton forfait QuickBooks. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre un abonnement l'IBO en plus. Mais les fonctionnalités de base, je paye mes factures que j'ai mis dans QuickBooks, font partie du forfait QuickBooks. Ok. Et donc, ça, c'est un canal qu'on est en train de scaler. Et donc, on a beaucoup de partenaires avec lesquels on a signé des alliances récemment. On pourra en parler à l'avenir, puisque aujourd'hui, ces partenariats ils sont en cours de mise en place. Mais il y a de très belles choses qui arrivent là-dessus. Ton rôle et ceux de tes associés? Moi, mon rôle, c'est d'échanger avec nos partenaires
des partenaires financiers, donc les fonds, des partenaires digitaux, donc ces fameux partenaires comme par exemple QuickBooks. C'est de définir une stratégie, itérer sur cette stratégie pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, et c'est de travailler sur la vision et faire en sorte que elle soit claire et qu'on soit tous d'accord dans l'entreprise. Donc c'est ça un peu. Et puis quand il y a des sujets un petit peu spécifiques, des urgences, voilà, quand il y a un sujet qui est un peu prégnant, et ben j'essaye avec toute l'équipe de direction de travailler dessus. Et donc j'essaye j'essaye de définir des priorités pour qu'on s'attaque aux problèmes les uns après les autres. Et mes associés, donc Jérémy est COO, il s'occupe de tout ce qui est ressources humaines, il s'occupe de tout ce qui est Ops, donc le suivi des clients, la facturation des clients, être sûr que le taux de réponse aux clients est rapide. Voilà, l'ARH c'est hyper important puisqu'on recrute beaucoup, on structure beaucoup. Il s'occupe des sujets juridiques, voilà, donc il s'occupe de sujets très importants. Et bien sûr, on travaille ensemble sur tous les sujets stratégiques, etc. Enfin, on est vraiment une équipe soudée. Et Pierre-Antoine, il est chef du produit et de la tech. Donc, voilà. Il a entre ses mains le sujet le plus important de l'IBO. Et donc, il supervise toutes les équipes product, tech, data et design. Alors, on va passer aux questions perso. Alors, à quoi ressemble une journée type ? Est-ce que tu as des routines ? La journée type, elle commence tôt. Je me lève assez tôt. Donc, en général, je me lève à 6h, entre 6h et 6h30. En général, je prends un café au bureau. Voilà, je fais des pompes avant de partir de la maison le matin pour un peu de réveil musculaire et pour me garder en forme. Et après, tunnel jusqu'à 19h et je rentre, je récupère les filles et voilà, fin de la journée. Tu bosses beaucoup ? Je bosse beaucoup, mais j'essaye de pas bosser trop parce que je pense que ça te fait pas prendre les bonnes décisions et ça te fatigue. Week-end, non ? Pas trop. J'essaye de pas trop bosser. Même pas d'email ? J'essaye de pas trop bosser le week-end. Ça peut arriver s'il y a un sujet important, évidemment, je vais m'en occuper, mais pas trop. Et le soir, tu peux arriver, faire dîner les filles et te remettre à travailler, ou quand t'es à la maison, quoi. Alors avec ma femme, on a une règle, c'est celle de poser le téléphone dans l'entrée, comme ça on n'est pas pollué par le travail. Alors c'est pas toujours facile à respecter, mais au moins c'est une règle qu'on s'est fixée, on essaie de s'y tenir. Et après, quand tu rentres de ta journée, t'as quand même besoin d'un peu d'atterrissage. Donc les filles, Olivier et Margot ont 3 ans et 1 an, donc ça tu te rattaches vite à la réalité. Et puis c'est un tel bonheur que voilà. Donc et bon, j'essaye de pas trop bosser le soir. Typiquement, en ce moment, mine de rien, ça m'arrive souvent de me reconnecter le soir pour bosser, pour justement pas avoir à bosser le week-end. Mais en gros, voilà, le soir, c'est plutôt lecture ou petite série, quoi. Voilà. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer ? Il y en a plein, mais déjà, je suis très content d'avoir créé la story, de créer l'IBO. Je trouve que c'est des belles boîtes. Quelle boîte connue ? Je pense que des boîtes comme Xero, comme Intuit, je trouve que c'est des très belles boîtes. Je trouve que c'est fantastique. Il y a ce côté Lego. Xero, c'est un concurrent de QuickBooks. D'accord. Très belle boîte. Je trouve que c'est des très belles sociétés. J'aime bien les sociétés dans le paiement. Je trouve que PayPal, c'est une très belle boîte. Voilà. C'est des boîtes que j'aime. Enfin, c'est des boîtes que je trouve très, très intéressantes. Square, c'est une très belle boîte, typiquement dans les services financiers. C'est des boîtes que je trouve très inspirantes. C'est vraiment des boîtes dans ton domaine. Ouais. Tu m'as pas dit SpaceX ou voilà. Bah, oui, ça me ferait rêver de monter Tesla ou SpaceX, mais c'est pas ma fibre en fait. Je suis pas quelqu'un de fabrication, d'usine, donc je me verrais pas dans un truc que je connais pas. À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler ou être ? C'est une bonne question. Ça peut être dans historique, peu importe. Je te le disais, moi je suis passionné par Indiana Jones, les Conquistadors, donc je trouve ça incroyable. Des mecs qui se disent on va prendre la mer pendant 3 mois, on va peut-être tous mourir en bateau, et puis on va arriver dans un endroit qu'on connaît pas, on va rencontrer des gens qu'on connaît pas, et puis on va partir à la découverte comme ça. Et donc ces gens comme ça qui ont tout quitté, tout plaqué, avec les technologies de l'époque, je trouve ça juste incroyable. Et donc je trouve Marco Polo quoi, ou peu importe. Voilà, Marco Polo, Hernán Cortés, je trouve que c'est des histoires incroyables. Et je lis beaucoup de sujets, je lis beaucoup de choses sur ces histoires et je trouve ça me passionne énormément. Tu as un mentor qui t'aide ?
Pas un, mais beaucoup de mentors, je pense. Parmi nos investisseurs, voilà, que ce soit Isabelle, Georges, que ce soit Tom et Jérôme, typiquement, ce sont des vrais mentors, des gens qui nous apportent beaucoup. Et on a à notre capital pas mal de business angels qui sont très très inspirants. Typiquement, récemment, on a eu pas mal d'échanges avec Andrew Robb, qui était le numéro 2 de Farfetch pendant 8 ans. Donc voilà, je pourrais en citer d'autres, mais c'est vraiment des gens très inspirants. Et donc, typiquement, Jérôme, que je citais, qui est chez Serena, on l'a rencontré via un accélérateur qui s'appelle Wilco, qui est un accélérateur de société B2B rattaché à l'Île-de-France, à la région Île-de-France. Et Jérôme nous a beaucoup conseillé, mentoré. Et c'est un entrepreneur très successful, qui a monté 3 startups, qui les a revendues dans de très bonnes conditions, qui est passionné par l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, on a beaucoup de mentors autour de nous. Et là, récemment, on a la chance d'avoir reçu comme mentor au sein de Réseau Entreprendre Christian Resson, qui est fondateur de Mano Mano. Ah oui. Et donc, ça va être une phase de mentoring aussi, nouvelle qui va se lancer. Parce que tu t'es dit à un moment, je vais pas y arriver, j'arrête. Ça, je pense pas que ce soit ton truc, je l'arrête. Non. Ça, c'est un truc que je me dis jamais. Voilà, c'est vrai. En fait, si je me lance dans un truc, c'est que je pense que je peux le faire. Ouais. Et donc, pour le coup, je me dis jamais. Mais ça peut créer des problèmes parce que parfois tu te fais trop de trucs ou parfois tu te lances dans trop de choses à la fois. Mais ça, c'est vraiment un truc que je me dis jamais. Non, mais ça peut être une fonctionnalité. Tu peux dire c'est pas, on le décale, ça va pas quoi. C'est pas forcément le gros truc. En revanche, se dire on va le faire différemment, ça ouais. Je vais prendre là, typiquement sur notre roadmap produit, on se dit souvent ça c'est secondaire, on le fera après dans 6 mois et on va se concentrer là-dessus. Mais c'est pas je vais jamais y arriver. C'est pas je vais jamais y arriver. C'est en fait ce qu'on planifie. En général, on planifie parce qu'il faut le faire et parce que ça a du sens. Et pour les restos, un exemple, Farago, le premier restaurant, il marchait que le soir au début. Et puis on a voulu ouvrir le midi pour faire plus de chiffre d'affaires. Et donc dans l'équipe, il y a des gens qui avaient dit on n'y arrivera jamais. Moi j'ai dit on va y arriver. Et effectivement, on a réussi à faire un super truc le midi. Ton talent principal ? Mon talent principal, alors je pense pas que ça soit un talent, mais je pense que c'est un trait de caractère, c'est que je suis impactant et dans la vitesse, dans la vélocité. Je me projette tout de suite sur les sujets. Et donc, c'est quelque chose que j'essaie de tirer l'équipe vers ça. Et donc, voilà, je pense que ma grande force, c'est que j'ai un côté un peu locomotive, quoi. Qu'est-ce qui t'énerve ? Un truc que je déteste, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé l'IBO, et même c'était une des raisons pour laquelle le service chez Farago était conçu d'une certaine manière, c'est la perte de temps. Je déteste perdre du temps. En fait, on n'a qu'une vie. L'horloge tourne tous les jours. Chaque minute qui passe est une minute que tu vivras pas, voyager, que tu passeras pas avec ta famille, que tu passeras pas à siroter un bon vin. Et donc, la moindre minute perdue est m'horripile. Et donc, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Je déteste perdre 15 minutes à attendre que le service des impôts veuille répondre. Ou voilà, ça me rend fou. Mais par contre, tu peux, même si tu travailles beaucoup, tu peux rester à zoner sur ton canapé 2 heures dans un samedi après-midi, à rien faire ? Non. Ouais, ça va pas. Pas trop. Enfin, tu regardes quand même la télé ou une série, une sieste, non, même pas ? Ouais, mais si lire un livre ou vous regardez une série si tu fais pas, déjà je fais pas 4 heures d'affilée, je pense. Et si c'est un truc qui t'intéresse, c'est sympa. Faut savoir se divertir. Non, mais comme tu dis, je me réveille à 6h30. Si t'as pas entendu le réveil et que tu t'es réveillé à 6h40, tu as perdu 10 minutes ? Non, ça va, je suis pas psychopathe à ce point-là. Non, par contre, moi, je me réveille à peu près à 6h moins quart, tous les matins, sans réveil, comme ça. Et tu vois, par exemple, ce matin, j'ai ouvert les yeux, c'était 6h30. Ouais, j'ai perdu 3 quarts d'heure. Ah ouais, donc là, parce que je suis à Paris, je dois quand même gérer mes affaires à distance. Et j'avais rendez-vous avec toi à 9h et j'ai perdu 3 quarts d'heure, quoi. Voilà. Mais sinon, après, tu peux le rattraper. Est-ce que tu peux donner 2-3 étapes de ta vie ou des flashs, si tu devais photographier ta vie, qui t'ont marqué? 3 flashs, c'est on en parlait de mon enfance. Je pense que j'ai eu la chance de vivre dans un environnement exceptionnel. Et ça déjà tout petit, je me disais si j'ai des enfants un jour, je veux qu'ils aient la même chance. Donc j'espère que je pourrai donner cette chance à mes enfants parce qu'on habite à Paris. Deuxième flash, c'est
c'est les voyages. J'ai beaucoup voyagé. Et je trouve que c'est parmi les plus beaux moments de vie, forcément. Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'aimerais refaire avec ma femme et mes enfants, avec mes filles. Voyager en période longue ensemble. Ça, c'est un rêve que j'aimerais pouvoir réaliser prochainement. Et Période longue, c'est-à-dire faire un tour du monde, par exemple, de 6 mois? J'ai pas fait de tour du monde, mais j'ai fait des longs voyages, quoi. Dans des zones un peu reculées où tu vas pas toujours, au fin fond du Pakistan. Ah oui. Ouais, au fin fond de la forêt amazonienne. Il y a longtemps? Dès que j'ai pu, donc dès que j'ai eu suffisamment À mon d'argent. avis, le Pakistan, si tu vas maintenant, tu retournes pas en France Ouais, Pakistan, à la maison direct. Tu passes par la case de... C'est devenu un peu tendu. Ouais. Le Pakistan, c'était en 2000, c'était 2010, je pense. D'accord. 2010, 2009, ouais. Ouais, quand même. Et voilà, ce serait deux, trois flashs de ma vie. Et puis le troisième flash, si c'est le mariage avec ma femme et la naissance de mes deux filles, ça c'est des moments Forcément. incroyables. Tu fais du sport, à part les pompes, le matin? Je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de foot. Malheureusement, j'ai les genoux qui sont un peu en bois. Et donc, je continue de faire du footing toutes les semaines. Je vais au moins faire un footing par semaine. Et puis, quand les salles de sport réouvriront, j'aime bien faire un peu d'entretien toutes les semaines, quoi. Quel est le bouquin sur ta table de chevet que tu peux conseiller? Là, je viens de finir l'Anomalie. Ah, que j'ai trouvé on vient très de me sympa. l'offrir. Voilà, que j'ai trouvé très sympa. J'étais un tout petit peu déçu par la fin, mais quasiment du début à la fin, c'est fantastique. C'est les deux, c'est l'avion qui est arrivé 2 fois, c'est ça? Ouais. Ouais, on me l'a offert, je l'ai pas encore lu. Ouais. Donc ça, c'est super. Et là, C'est un prix Goncourt, non? Ouais, exactement. C'est rare pour ce genre de truc, un prix Goncourt, quoi. Enfin, c'est surtout, non, je sais pas s'il y a eu beaucoup de prix Goncourt c'est quoi, de la science-fiction, en fait? Ah, je te dis pas. Ouais, d'accord. C'est plus tourné, c'est pas trop science-fiction, mais il y a un petit côté, oui, Ouais. un léger côté surnaturel, C'est naturel, ouais. paranormal, et c'est super. Non, c'est pas trop science-fiction. Tu vas en science-fiction, là, ça fait longtemps que je voulais me plonger dans Asimov, la Fondation. Je suis un fan bien sûr, de Star Wars et tous ces trucs-là. Et donc, C'est pour ça que tu as écouté Bertrand Duplat, Le Robot. Bah, je l'ai pas écouté encore. C'est vraiment Pour le coup, inspiré presque inspiré d'Asimov, hein, c'est Ouais. l'aventure intérieure, ouais, c'est ça. De toute façon, Asimov a servi c'est marrant Ouais. qu'il s'appelle la Fondation, a servi de fondation pour à peu près tout ce qu'on connaît en science-fiction. Ça a servi de base pour Dune, pour Star Wars, Star Trek. Et donc là, je suis en train de lire la Fondation. Je suis au 2e tome. Le premier tome était vraiment génial. Le 2e tome, pour l'instant, je suis un peu moins dedans, mais voilà. Film ou série? Ça dépend, mais plutôt film. Ah oui. J'ai du mal à regarder des longues séries. Je trouve que c'est vraiment c'est la perte de temps, quoi. Ouais. Mais j'ai fait, bien sûr, comme quelques séries sympas. Du genre, donne-moi deux. J'ai bien aimé Rome, par exemple, Ouais. série historique. Récemment, j'ai regardé Peaky Blinders, que j'ai trouvé sympa. Ouais, J'aime bien quand il y a une composante historique, toujours. Ouais. Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? Donc, tu as compris que tu es le fournisseur de mon prochain invité. Ben, je sais pas si tu parles à des grands chefs. Alors, j'ai fait Akram, chef Akram, tu connais? Je le connais pas. J'ai fait un épisode avec lui, mais vas-y, dis-moi. Ben, pourquoi pas parler à un grand chef? On parlait tout à l'heure de Mathieu Paco. Pourquoi pas Mathieu Paco, un grand chef ou un grand entrepreneur de la restauration? Pourquoi pas Olivier Bertrand? J'en sais rien. Ça pourrait être intéressant. Mais tu peux me mettre en relation, on verra. Alors, Olivier Bertrand, j'ai échangé avec lui il y a quelques semaines. Je le connais pas intimement, mais je peux lui demander si ça l'intéresserait. Ouais, bien sûr. Et Mathieu Paco ou d'autres grands chefs, avec grand plaisir. Allez, je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Il faudrait que je change un peu je dis toujours la même chose, mais bon, c'est une tradition en même temps. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Pierre, quelle est ta combinaison? Alors, la combinaison, c'est de l'énergie à revendre, à fatiguer les autres. C'est, pas de perte de temps. Pas de perte de temps. C'est donc de l'optimisation en fait. De l'optimisation. Ouais, c'est ça. C'est un sentiment que tout est possible. Ouais. Et donc c'est une envie de se lancer des grands défis et de les relever et de vivre une aventure incroyable. Et donc c'est ça la combinaison. Pierre, je te remercie. C'était sympa. C'était super. Ouais, merci on a passé beaucoup. un bon moment. Ouais, très bon moment, merci. À bientôt. À bientôt.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.